relation entre pardon, que la relation entre la ventilation mécanique et le ventricule droit, elle est essentielle en réanimation. Euh, une chose très importante à savoir, c'est que le ventricule droit, il est particulièrement sensible aux variations de pression et de résistance, en tout cas de résistance vasculaire pulmonaire, et que selon le contexte, la ventilation mécanique peut soulager ou aggraver la fonction du VD. Alors, pourquoi le ventricule droit est-il sensible? Le ventricule droit, c'est une pompe qui est adaptée à un système qui fonctionne à basse pression. Le ventricule droit est une chambre d'une grande capacitance, donc ça veut dire qu'il a la capacité de se distendre. Il est situé à la partie antérieure du cœur, derrière le sternum. Il a une anatomie un peu complexe, enroulée en croissant autour du ventricule gauche, pardon. Et contrairement au ventricule gauche, le ventricule droit a une paroi qui est très fine, ce qui peut enfin, avec très peu de muscles, hein, finalement, contrairement au ventricule gauche, ce qui fait qu'il a une très faible réserve contractile. Il est capable de se distendre, mais par contre, il n'est pas capable, dans ce contexte-là, d'augmenter sa contractilité de façon importante. Le ventricule droit a une grande dépendance à la post-charge du ventricule droit, mais également il est très sensible à l'hypoxie et à l'acidose. Alors, comment je... Oui. Donc, que va provoquer une augmentation de la post-charge du VD? Ça, c'est quelque chose d'important. Je vous ai schématisé, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais globalement, le ventricule droit, le volume télédiastolique, le volume télésystolique et schématiquement une artère pulmonaire. Et globalement, quand on a une augmentation des pressions pulmonaires, vous savez bien que que le volume d'éjection systolique, c'est le volume télédiastolique moins le volume télésystolique. Donc, en cas d'augmentation des pressions pulmonaires, ce qui va se passer, c'est que globalement, le ventricule droit ne va pas être capable d'éjecter ne va pas être capable d'éjecter autant de sang qu'habituellement. Donc le volume télésystolique résiduel va augmenter, le volume d'éjection systolique diminue, donc le volume télésystolique augmente et automatiquement ça va être responsable d'une dilatation du ventricule droit et d'une augmentation de la pression télédiastolique du ventricule droit, d'un déplacement du septum interventriculaire vers la gauche, puisque le péricarde est un sac qui ne se distend pas. Donc, quand il y a une augmentation des pressions télédiastoliques à droite, ça retentit automatiquement vers le ventricule gauche, une diminution ou une gêne au remplissage du ventricule gauche, et ce qui peut parfois aboutir à une baisse du débit cardiaque. Il faut savoir que le ventricule droit tolère beaucoup mieux une augmentation de la précharge, donc une augmentation de son volume, une hypervolémie, surtout si elle se constitue de manière progressive, qu'une augmentation de la post-charge, surtout si elle survient de manière aiguë et brutale, comme dans le volume pulmonaire par exemple. Donc, quels sont les déterminants de la post-charge VD? Ça, c'est important de le savoir puisque finalement, c'est ça qui va guider notre thérapeutique plus tard. C'est les résistances vasculaires pulmonaires, la compliance aussi pulmonaire, l'impédance pulmonaire, la pression alvéolaire et la pression pleurale. Donc, ça, c'est tous ces paramètres-là dont il faut s'enquérir, en tout cas quand on s'intéresse au ventricule droit à la ventilation mécanique, puisque la ventilation, elle va agir directement sur l'ensemble de ces paramètres. Dans les prérequis avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut aussi distinguer la pression qui règne dans l'alvéole, la pression pleurale et la pression vasculaire pulmonaire. Les capillaires pulmonaires passent au milieu des alvéoles et donc, quand les alvéoles se distendent, elles vont comprimer les capillaires. Lorsque, à l'inverse, les alvéoles se collabent, les vaisseaux extra-alvéolaires vont se fermer. Et donc, une des choses également, un message très important à garder à l'esprit, c'est que la résistance pulmonaire, elle est minimale pour un volume pulmonaire globalement intermédiaire. C'est ce que représente la courbe des résistances pulmonaires. C'est un peu plus schématique, ça va peut-être être plus clair pour vous. Donc, vous avez ici les résistances vasculaires pulmonaires et ici, vous avez le volume pulmonaire. Donc, quand le volume pulmonaire est bas, donc globalement, dans une situation, par exemple, d'atelectasie, on va avoir une fermeture des petits vaisseaux extra-alvéolaires, une vasoconstriction hypoxique, une augmentation des résistances vasculaires pulmonaires et donc une augmentation de la post-charge du ventricule droit. Par contre, quand le volume pulmonaire est normal, ben, les deux types de vaisseaux sont ouverts, les résistances vasculaires pulmonaires sont minimales et c'est là où le ventricule droit va travailler dans les meilleures conditions.
Par contre, dès que le volume pulmonaire va augmenter, comme ça va être le cas dans le cas d'une surdistension pulmonaire, alors les capillaires vont à nouveau être comprimés, la résistance vasculaire pulmonaire va augmenter et ça va être responsable également d'une augmentation de la post-charge du ventricule droit. Donc ça, c'est ce qu'on peut retrouver, par exemple, lorsque le volume courant est excessif ou lorsqu'on a une PEP trop élevée. Alors, ça, c'est des premiers fondamentaux très importants à- à avoir à l'esprit quand on s'intéresse à la ventilation mécanique et au ventricule droit. L'autre prérequis important, c'est quels sont les effets de la ventilation sur le ventricule droit. Donc ça, vous le savez déjà peut-être, mais globalement, en ventilation spontanée, lorsqu'on ventile spontanément et qu'on n'est pas sous ventilation mécanique, la pression pleurale est négative. Et donc, lors d'une inspiration, vous connaissez probablement le retour veineux et selon la théorie de Guyton. Donc, ce qui guide le retour veineux, c'est le gradient entre la pression systémique moyenne, la pression qui règne dans le réseau veineux contraint, et la pression dans l'oreillette droite. Donc, quand on inspire, la pression pleurale est négative. Donc, le gradient pression systémique moyenne, oreillette droite va augmenter, le retour veineux va augmenter et va pouvoir parfois être à l'origine d'une augmentation du débit cardiaque. En ventilation spontanée, finalement, la pression alvéolaire, elle va peu augmenter, les résistances vasculaires pulmonaires vont peu augmenter et globalement, le ventricule droit tolère très bien en général cette situation. Ce qui peut se passer lorsque on va intuber un patient qui va être mis sous ventilation mécanique, c'est qu'on passe à une ventilation à pression positive où l'inspiration va augmenter la pression alvéolaire et la pression pleurale. Donc, les conséquences sur la précharge du ventricule droit, c'est que le simple fait d'intuber le patient va être responsable d'une augmentation de la pression dans l'oreillette droite. Et donc, il n'y a pas de raison que la pression systémique moyenne varie, donc globalement, le gradient de retour veineux va diminuer, le retour veineux va diminuer et on va avoir une diminution de la précharge du ventricule droit. Ce qui va être bénéfique chez un patient qui est en surcharge, mais ce qui va être délétère chez un patient qui est hypovolémique. L'intubation et la mise sous ventilation mécanique va également avoir des conséquences sur la post-charge du ventricule droit et c'est là l'effet majeur et c'est celui voilà, qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est qu'on va augmenter la pression alvéolaire, ça va parfois être responsable de la compression des capillaires pulmonaires et donc d'augmentation des résistances vasculaires pulmonaires et donc de la post-charge du ventricule droit. Le ventricule droit doit donc générer des pressions plus élevées pour maintenir un débit cardiaque. Donc, l'augmentation de la post-charge du ventricule droit, ce que ça peut induire, comme je l'ai déjà un peu dit tout à l'heure, c'est une dilatation du ventricule droit parce que le ventricule droit va moins éjecter, le volume télédiastolique du ventricule droit va augmenter, le VD va se dilater, la tension pariétale va augmenter, le travail myocardique va augmenter, et on va augmenter également la consommation en oxygène. Ça, c'est ce que vous pouvez voir dans des formes extrêmes à l'échographie, où vous avez une dilatation du ventricule droit, un aplatissement du septum. On y reviendra peut-être un peu tout à l'heure. Et cette dilatation du ventricule droit, elle va générer cette interdépendance ventriculaire dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, euh, un refoulement du septum interventriculaire vers la gauche. Le ventricule gauche reçoit moins de sang, se remplit moins bien. On va avoir une diminution du volume d'éjection du ventricule gauche, une diminution du débit cardiaque et dans la forme plus évoluée de la pression artérielle. Et ça, c'est le mécanisme du cœur pulmonaire aigu. Donc, c'est vraiment ça ce qu'on craint quand on intube un patient, c'est l'apparition d'un cœur pulmonaire aigu. Alors, un patient qui présente un cœur pulmonaire aigu, qu'est-ce qui peut influencer l'évolution de ce cœur pulmonaire aigu? En premier lieu, bien sûr, il y a la PEP. La PEP, elle a des effets bénéfiques puisqu'elle peut recruter des alvéoles qui sont collabées, améliorer l'oxygénation, diminuer la vasoconstriction hypoxique et diminuer les résistances vasculaires pulmonaires et donc parfois diminuer la post-charge du ventricule droit. Par contre, la PEP peut avoir des effets délétères si on a une surdistension
alvéolaire. Là, ça va être l'effet inverse, une compression des capillaires, une augmentation des résistances vasculaires pulmonaires et une augmentation de la post-charge du ventricule droit. Donc, le bénéfice dépend toujours du rapport entre le recrutement et la distension. Et il faut bien avoir à l'esprit, quand on a un patient qui a un cœur pulmonaire aigu, que la PEP optimale pour le poumon n'est pas forcément la PEP optimale pour le ventricule droit. Bien sûr, il y a, donc, on a dit, en cas de cœur pulmonaire aigu, on a une influence de la PEP, on a aussi l'influence du volume courant. Le volume courant élevé va augmenter la pression alvéolaire, comprimer les vaisseaux, comprimer les capillaires, augmenter la résistance vasculaire pulmonaire, et c'est là l'intérêt de la ventilation protectrice. Troisième élément qui influence aussi le cœur pulmonaire aigu, l'hypercapnie, l'hypoxie. L'hypercapnie, elle va induire une vasoconstriction pulmonaire, donc une augmentation des pressions et de la post-charge ventriculaire droite. Donc, l'hypercapnie permissive qu'on peut parfois avoir chez des patients qui présentent un SDRA, elle peut aussi avoir ses limites chez un patient qui présente une atteinte du ventricule droit. Et dans l'idéal, il faut parfois limiter, en tout cas essayer de limiter cette hypercapnie. L'hypoxie, elle provoque également une vasoconstriction pulmonaire hypoxique, donc une augmentation des résistances vasculaires pulmonaires et donc de la post-charge ventriculaire droite. Donc l'amélioration de l'oxygénation peut aussi indirectement améliorer la fonction ventriculaire droite. Euh, bon, un élément qui peut être, c'est l'influence de la pression transpulmonaire. Dans les cas de SDRA vraiment sévères, ça peut être intéressant de monitorer la pression transpulmonaire au moyen d'une pression œsophagienne, puisque parfois on a des contraintes, une obésité par exemple, qui fait que la pression pleurale est élevée et qu'en réalité on peut peut-être titrer ou gérer en tout cas la ventilation mécanique de manière plus optimale et essayer de limiter cette pression transpulmonaire qui est vraiment la pression dans les alvéoles en dehors de la contrainte de la pression pleurale et essayer de limiter cette pression pulmonaire pour éviter la compression des capillaires et des résistances vasculaires pulmonaires. Ce qu'on va également monitorer, c'est la driving pressure. La driving pressure, vous le savez peut-être, c'est la différence entre la pression de plateau et la PEP, qu'il faut essayer de maintenir entre 13 et 14 dans l'idéal, éviter qu'elle augmente trop. Si cette driving pressure est élevée, c'est qu'on distend les alvéoles et que donc on augmente la post-charge du ventricule droit et qu'on augmente l'atteinte du ventricule droit. Donc, dans le SDRA, tous ces mécanismes, l'hypercapnie, l'hypoxémie, la surdistension pulmonaire, la PEP, les atelectasies, les microthromboses, l'inflammation vasculaire pulmonaire, ça va être responsable d'une augmentation, ou en tout cas, ça peut être responsable d'une augmentation de la post-charge du ventricule droit. Et le ventricule droit peut parfois devenir le facteur limitant de la prise en charge ventilatoire. Et il faudrait probablement aller vers une ventilation protectrice du ventricule droit chez un patient qui a un SDRA avec un cœur pulmonaire aigu, c'est-à-dire limiter les facteurs qui vont augmenter sa post-charge tout en maintenant une oxygénation satisfaisante. Par exemple, je pense que c'est quelque chose d'important si un patient est un peu limite au niveau de l'oxygénation et qu'il a un cœur pulmonaire aigu, malgré la ventilation protectrice, la curisation, et qu'on se pose la question, par exemple, du décubitus ventral, peut-être que dans cette situation-là, si le patient en plus est un peu euh, instable hémodynamiquement, peut-être que le fait de le mettre en décubitus ventral peut l'améliorer bien sûr au niveau ventilatoire, respiratoire, améliorer l'oxygénation, mais aussi l'améliorer d'un point de vue hémodynamique en lui permettant de diminuer la post-charge et donc d'augmenter le débit cardiaque. Donc, comment faut-il monitorer? Alors ça, c'est vraiment un des messages clés qu'il faut que vous reteniez. Le meilleur moyen de monitorer la fonction ventriculaire droite, c'est de faire des échographies. Des échographies, il ne faut pas en faire une juste après l'intubation, par exemple. Il faut la répéter. C'est un examen qui est dynamique, qui peut changer. Vraiment, vous pouvez l'utiliser comme un outil de monitorage. Vous augmentez la PEP, vous allez contrôler l'échographie pour voir comment le ventricule droit tolère cette augmentation de PEP. Il faut rechercher des signes d'atteinte du ventricule droit sous ventilation mécanique. Donc, les principaux indices,
La dilatation du VD, on en a déjà parlé, avec un rapport VD-VG supérieur à 0,6, c'est déjà le témoin d'un cœur pulmonaire aigu. Un septum ventriculaire qui va être un peu raide, un peu aplati, ça déjà c'est également un signe qui va vous faire évoquer un cœur pulmonaire aigu. La diminution de la fraction de raccourcissement de surface du ventricule droit, la mesure du TAPS, de l'onde S à l'anneau tricuspide, mais ça c'est vraiment, là, c'est des indicateurs de fonction systolique du ventricule droit. Donc là, c'est déjà dans un stade évolué. Si le ventricule droit se distend et que la post-charge ne diminue pas, à terme, le ventricule droit, comme il n'a pas de réserve musculaire, il va très vite dysfonctionner. Et donc, vous aurez un TAPS altéré, une onde S à l'anneau tricuspide qui va diminuer. Vous pouvez également rechercher une élévation des pressions pulmonaires si vous arrivez à mettre en évidence une fuite tricuspide ou alors une fuite mesurer le flux d'insuffisance pulmonaire. Si vous avez un septum paradoxal sur votre échographie, ça va être très évocateur d'une augmentation de la post-charge du ventricule droit et donc il faudra essayer de faire baisser cette post-charge dans l'idée d'améliorer la fonction systolique du ventricule droit. Dans les cas les plus complexes, il y a bien sûr un intérêt à un monitoring plus invasif du débit cardiaque en continu par l'intermédiaire d'un PICO, d'une Swan-Ganz. Après, ça dépend aussi un peu de vos centres et des habitudes de service. Mais l'échographie, même en cas enfin, même si le patient a un PICO et une Swan-Ganz, l'échographie reste indispensable et de manière répétée pour monitorer votre thérapeutique. Donc, les principaux éléments, en tout cas, de la prise en charge d'un patient qui va présenter un cœur pulmonaire aigu au cours de la ventilation mécanique, c'est essayer à tout prix d'éviter la surdistension. Donc, par la ventilation protectrice, maintenir une pression de plateau inférieure à 27 et 30 cm d'eau, une faible driving pressure. Il faut essayer d'optimiser la PEP. Si vous intubez un patient dont vous voyez déjà avant l'intubation qu'il a un cœur pulmonaire aigu, je vous conseille de mettre des niveaux de PEP très faibles au départ, de voir s'il le tolère au niveau hémodynamique et ensuite d'augmenter progressivement la PEP tout en contrôlant votre échographie et pour voir comment l'optimisation et l'augmentation de la PEP est tolérée par le patient. Il faut corriger l'hypoxémie pour limiter la vasoconstriction pulmonaire hypoxique, éventuellement en mettant précocement un patient en décubitus ventral, limiter l'hypercapnie sévère si on pense qu'elle majore la post-charge du ventricule droit, optimiser la précharge, donc ça veut dire éviter l'hypovolémie, mais également l'hypervolémie et peut-être avoir recours aux diurétiques si on a vraiment des éléments en faveur d'une congestion veineuse. Sans oublier, bien sûr, l'éventuel traitement étiologique d'une cause qui peut augmenter les résistances vasculaires pulmonaires, l'embolie pulmonaire, le bronchospasme. Et en cas d'atteinte avec un retentissement hémodynamique, au cas par cas, il faut discuter le recours au NO, même s'il n'y a pas de grandes preuves dans la littérature, et à l'ECMO. Voilà. Alors, parfois, on se pose aussi la question de quels indicateurs de précharge dépendance on peut utiliser si on pense que le patient est hypovolémique. Donc, il faut bien garder à l'esprit que beaucoup d'indices qui reposent sur les interactions cœur-poumon ne peuvent pas être utilisés en cas de cœur pulmonaire aigu. Donc, le delta PP qu'on utilise souvent ne peut pas être utilisé. Le principal test à réaliser, surtout si on a un PICO ou un dispositif de monitoring du débit cardiaque en continu, ça va être de faire un lever de jambe et de voir si ça permet d'augmenter le débit cardiaque, de voir s'il y a des données échographiques en faveur d'une congestion veineuse ou non. Mais avant de remplir, il faut quand même se poser la question de si on a déjà un cœur pulmonaire aigu, le VD va-t-il tolérer un remplissage vasculaire, même si le patient est précharge dépendant? Ça, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre, mais à laquelle qu'il faut avoir à l'esprit avant de remplir un patient qui a un cœur pulmonaire aigu avec un SDRA. En conclusion, j'essaie de ne pas dépasser mon temps. La ventilation mécanique, elle va influencer le VD de deux manières principales. Elle va diminuer la précharge en réduisant le retour veineux via l'augmentation de la pression intrathoracique et elle va augmenter la surcharge du ventricule droit en élevant la résistance vasculaire pulmonaire si les alvéoles sont collabées ou distendus. Et c'est le mécanisme le plus délétère sur le ventricule droit, en particulier dans le SDRA. L'échographie cardiaque, comme je l'ai dit, c'est un outil indispensable pour faire le diagnostic de cœur pulmonaire aigu et guider la thérapeutique et pour aller vers une ventilation protectrice non seulement du poumon, mais aussi du ventricule droit.
Voilà, je vous remercie de votre attention. Ça passe extrêmement vite, c'est un peu... Voilà, et je suis disponible si vous avez des questions. Merci beaucoup pour ce super topo et qui rappelle quand même la complexité de la gestion du ventricule droit sous ventilation mécanique et qui fait un bon point de physiopathologie. Je voulais voir un petit peu s'il y avait d'abord des questions dans le chat. Hop, je surveille un petit peu. Là, j'en vois pas. Moi, j'avais une question. J'ai l'impression que la dysfonction VD dans le SDRA, elle est assez bien décrite et elle est probablement beaucoup plus fréquente. Enfin, en fait, elle est étonnamment très fréquente, j'ai l'impression, dans les études. Et souvent, elle passe peut-être inaperçue du fait justement de l'absence d'échographie répétée. Est-ce qu'il y a d'autres pathologies ou d'autres situations sur un poumon sain? Ou peut-être on doit plus répéter les échographies pour dépister cette dilatation, puis éventuellement dysfonction VD qui peuvent être piégeuses, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à pas répéter les échographies après intubation en dehors d'un SDRA. Est-ce que pour vous, il y a d'autres situations où il faut être assez vigilant? Euh, enfin, l'embolie pulmonaire, après l'embolie pulmonaire intubée, c'est quand même, bon, c'est bien sûr. Sur le poumon sain, après, je pense qu'il faut être vigilant au ventricule droit aussi dans les infarctus, hein, infarctus inférieur. Ça peut parfois s'étendre au ventricule droit, donc ça peut être responsable pas tant plus d'une altération de la contractilité du ventricule droit, donc ça peut aussi être responsable d'une instabilité hémodynamique. Euh, dans un contexte d'intubation, par exemple. J'essaie de réfléchir à d'autres causes à poumon sain. Je pense que de toute façon, la ventilation, enfin, à partir du moment où les patients sont sous ventilation, sont intubés, il peut y avoir un retentissement sur le ventricule droit. Donc, l'insuffisance cardiaque, hein, clairement aussi, ça nécessite aussi de surveiller. Pour moi, en tout cas, les patients intubés doivent avoir une échographie cardiaque au moins. Enfin, c'est parce qu'on ne sait pas le terrain du patient. Est-ce qu'il a une BPCO? Est-ce qu'il a un terrain respiratoire? Enfin, pour moi, ça me semble. Mais c'est aussi parce que nous, on fait vraiment beaucoup d'échographies, mais ça me semble pas concevable de ne pas faire d'échographie cardiaque à un malade intubé. Parce que de par ses antécédents ou de par les pathologies qui l'amènent à être intubé, il y a toujours un risque en fait d'un retentissement sur le ventricule droit, hein, pour moi. Ok, Alors, pardon, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais... si, non, tout à fait. Non, moi, je pensais plutôt même aux exacerbations du PCO, aux Ah asthmatiques. bah oui, C'est vrai qu'il y a par exemple de l'hyperinflation dynamique, même s'ils ne sont ah, pas tout à fait. forcément SDRA. Et c'est Oui, vrai que oui. moi, je réalise en écoutant votre topo qu'on n'a pas forcément on a tendance à recontrôler très régulièrement la mécanique ventilatoire en faisant des manœuvres pour mesurer la PEP intrinsèque, etc. Mais c'est vrai que je réalisais en écoutant votre topo que j'ai pas forcément l'habitude, moi, de répéter en fonction de l'évolution de la mécanique l'échographie cardiaque, alors probablement que c'est nécessaire dès qu'il y a la moindre variation de mécanique ventilatoire, ça peut très vite influencer sur la fonction VD, quoi. Bah oui, mais c'est sûr qu'un patient BPCO qu'on intube et qu'on et qu'on un patient qu'on intube pour une défaillance, enfin voilà, un BPCO qu'on intube, oui, pour moi, ça me semble essentiel de faire une échographie parce que il peut y avoir un vrai impact, et parfois un impact hémodynamique, un impact euh, pour moi, oui, c'est indispensable de faire une échographie à un malade qu'on intube. Ensuite, il y a une Alors, je vois une question, quid du couplage ventriculo-artériel en pratique clinique, Pinsky et al. Alors, oui, il faut être attentif au couplage ventriculo-artériel, donc être attentif. Je ne vois pas
pour moi, globalement, il faut l'échographie permet de voir déjà l'inotropisme, ou en tout cas la capacité du ventricule droit à se contracter. Après, la question est les pressions pulmonaires. Donc après, il faut essayer de savoir ce qui est responsable de la défaillance ventriculaire droite. Est-ce que c'est une cause est-ce que le problème c'est l'inotropisme? Est-ce que le problème c'est la post-charge? Euh, je ne sais pas quelle est exactement la question derrière ça. Enfin, c'est très vaste en fait. Je pense que Euh, c'est une référence à certains, certaines combinaisons des paramètres VD, notamment mettre en rapport la fonction du VD par rapport à la mesure de la pression artérielle pulmonaire. Je pense que c'est oui, surtout vrai, j'ai l'impression, dans l'hypertension pulmonaire. Il me semble que ça l'est un petit peu moins quand même dans la dysfonction VD aiguë quand il n'y a pas d'élévation des pressions artérielles pulmonaires. En tout cas, si c'est si la question fait référence à ça. bah, On va devoir un tout petit peu avancer. Euh, alors, et, il y a enfin, une question. juste la dernière question, plutôt Swan ou Pico si on a le choix. Bah, enfin, logiquement, si on veut monitorer si on veut monitorer un SDRA ou un patient qui a une déférence VD, je pense que la Swan fait quand même mieux que le PICO puisque on a une mesure des pressions pulmonaires. Donc c'est quand même ça qui. Puis on a beaucoup plus d'indices qui nous permettent d'être plus fins sur l'analyse d'un patient qui présente une défaillance VD. On peut être rassuré sur certains paramètres puis se rendre compte que le couplage n'est pas bon. Je crois que c'était la fin de la question précédente. Je suis désolé, c'est très, très, Oui, très pardon. intéressant, mais malheureusement, il va falloir qu'on avance si on veut Oui, tenir il n'y a pas de souci. le timing. Ben, merci encore Avec plaisir. de la clarté de cette intervention. Et on passe maintenant au sujet suivant qu'on a euh, très rapidement évoqué lors du précédent topo, c'est la complexité de la prise en charge de l'embolie pulmonaire. Et nous avons choisi d'orienter le topo sur la prise en charge interventionnelle, avec notamment les actualités un petit peu récentes sur ce sujet complexe. Et pour aborder ce sujet, nous avons le docteur Guillaume Schurtz, qui est praticien hospitalier en cardiologie et soins intensifs de cardiologie au CHU de Lille et qui connaît très bien les thématiques de cardiologie interventionnelle en général et en particulier de cardiologie interventionnelle dans l'embolie pulmonaire. Donc merci encore, docteur Schurtz, de bien avoir voulu enfin, d'avoir répondu à notre invitation et d'intervenir sur ce sujet. Je vous laisse partager votre écran. Ouais, ok. Bah non, merci à vous surtout. Alors, j'ai partagé. Blablabla. Je vais revenir à zéro parce que je pense que. Hop là. Est-ce que là, c'est ok? Oui, c'est parfait. C'est ok? Oui, tout à Ça fait. marche. Ok. Bon, donc, bonsoir à tous, hein. Moi, je m'appelle Guillaume. Donc, oui, je suis PH à l'USIC à Lille depuis plusieurs années déjà. Donc, j'ai essayé de tenir le temps, mais ça va être un peu difficile. Donc, si je dépasse, je m'en excuse d'avance. Mais je vais essayer voilà, de me concentrer sur effectivement, le sujet, c'est-à-dire les thérapies percutanées dans l'embolie pulmonaire, parce que c'est d'actualité et c'est à la mode. Puis vous savez, les cardiologues, comme ils sont, hein, je les critique pas, mais je reste objectif. Quand il y a un petit joujou à utiliser, on aime bien. Donc, mais pour l'instant, le niveau de preuve de tout ça, il reste quand même assez faible. L'important, premièrement, dans l'embolie pulmonaire, c'est enfin, c'est de la stratification du risque que vous connaissez bien, parce qu'en fait, c'est bien détaillé dans les recommandations européennes qui datent quand même déjà quasiment 7 ans. Ça, vous avez différentes catégories de risques, les embolies pulmonaires à bas risque qu'on ne va pas aborder, parce que c'est pas le problématique du jour, chez qui on peut donner un traitement anticoagulant seul et faire rentrer le patient chez lui, quasiment. Les embolies pulmonaires à haut risque qui sont globalement les EP en état de choc qui nécessitent une thérapie de reperfusion en urgence. Et puis après, vous avez la case des embolies pulmonaires à risque intermédiaire bas ou élevé en fonction des marqueurs de dysfonction VD
et de biomarqueurs cardiaques. Donc en fonction de ça, bah, vous avez deux sous-classes en fait dans ce risque intermédiaire pour lequel finalement la stratégie thérapeutique optimale est non connue à l'heure actuelle. Le traitement recommandé est le traitement anticoagulant, mais c'est là-dedans surtout dont va s'inscrire en fait les thérapies percutanées. Il y a également de l'haut risque, mais en fait il y a le haut risque et le risque intermédiaire, c'est pas tout à fait la même catégorie, hein, donc ne l'oubliez pas. En tout cas, les problématiques principales sont essentiellement dans le risque intermédiaire élevé qui a au risque hémorragique, par exemple. La nouveauté en fait de 2026, enfin, il y en a plusieurs, mais en ce qui concerne des guidelines, ici, c'est les recommandations américaines. Alors, elles sont assez complexes parce que vous voyez, en fait, ils gradent plus de bas risque à haut risque, mais en fait, ils font une classification qui ressemble à la classification du choc cardiogénique avec en 5 stades. A, B, C, D, E, c'est-à-dire que donc A, c'est le patient qui ne se plaint de rien, chez qui on découvre de façon fortuite une embolie pulmonaire. Le stade B, c'est le patient symptomatique qui a des marqueurs bas, c'est-à-dire en gros l'intermédiaire bas. Et après, vous avez les autres. Le stade C, c'est globalement le risque intermédiaire élevé qu'il divise en C1, C2, C3 en fonction des marqueurs de souffrance du ventricule droit. Et DE, c'est globalement en fait le haut risque, parce que le haut risque, ça peut être plein de choses, c'est d'hypotension artérielle isolée, de l'hypoperfusion avec une tension artérielle normale et l'arrêt cardiaque. Ils n'ont pas du tout le même pronostic. Donc eux, ils ont essayé de dichotomiser un petit peu ce grade de sévérité, ce qui me paraît pas trop mal. En fait, dans le stade D, vous avez l'hypotension transitoire, le choc normotensif, et dans le stade E, c'est vraiment la défaillance cardio-circulatoire, enfin cardio-pulmonaire, c'est-à-dire le patient est en état de choc cardiogénique avéré, ou alors un choc réfractaire en arrêt cardiaque, c'est des patients qui ont un pronostic qui est catastrophique, et donc voilà, donc ils ont essayé de séparer tout ça. Donc ça complexifie un petit peu l'affaire tout de même. On sent bien que c'est fait pour faire des études. Mais bon, voilà, à l'heure actuelle, je pense que c'est mieux de raisonner probablement sur encore la stratification de risque européenne. Ça me paraît un peu plus clair que de se complexifier le truc à C2, C1R, C2R, D2R, etc. Bon, pour le moment, je suis pas sûr que ce soit ça qu'il faille utiliser, mais ça a le mérite d'exister en tout cas. Ce qui est important dans ces recommandations, c'est que il le recommande à partir d'un certain degré de sévérité, c'est-à-dire à partir du risque intermédiaire élevé, d'avoir recours à ce qu'ils appellent la PERT activation. C'est en gros, c'est Pulmonary Embolism Response Team. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est un réseau de cardiologues, de réanimateurs, de cardiologues interventionnels pour essayer qu'on discute entre nous et d'adopter une prise en charge la plus adaptée possible en fonction de la situation clinique. En fait, ça, c'est vraiment ce qu'ils insistent là-dessus parce que c'est ce qui, je pense, est bénéfique pour le patient. Ici, enfin, en tout cas, dans le Nord, c'est mon collègue, le docteur Verdier, qui a surtout, qui a très très bien élaboré ça. Et du coup, on a énormément de correspondants. En fait, ils nous appellent, ils nous envoient les images de scanner, on analyse tout pour savoir bah, ce qu'on peut faire, ne pas faire, ce qu'on peut l'inclure dans un essai, etc. Et donc, il a eu le mérite voilà, de faire un énorme travail pour ça. Et je pense que c'est les attitudes que vous devez avoir. Il ne faut pas travailler dans son coin, mais travailler avec les autres, c'est souvent bénéfique pour le patient. Bon, vous savez tous que la défaillance hémodynamique n'est pas, voilà, c'est 5% des patients, ça associe un risque élevé de mortalité, et c'est principalement en rapport avec le degré de défaillance ventriculaire droite. Donc je passe assez rapidement. N'oubliez pas, tout de même, avant de parler de stratégie percutanée, dans l'embolie pulmonaire grave, le traitement actuellement recommandé en première intention, c'est pas d'aller mettre des cathéters dans les artères pulmonaires, c'est de thromboliser le patient. Et je vous dis ça parce qu'on remarque que dans des énormes registres européens, c'est sous-utilisé, alors que ça a un impact majeur sur la mortalité hospitalière. Certes, cela fait saigner, c'est 10% de saignement majeur, 1,5% de saignement intracrânien, ça dépend de l'âge. Les patients jeunes en dessous de 65 ans saignent peu, ceux de plus de 65 ans saignent plus, mais en tout cas, c'est le traitement de référence, ne l'oubliez pas. Parce qu'on a des fois des coups de fil de patients qui sont en état de choc avéré, qui ont 5 de tension, et on les appelle pour leur faire des thrombectomies, ça n'a aucun sens. Ces patients-là, ils doivent être fibrinolisés.
Quand on ne peut pas être trombolysé, à l'heure actuelle, la chirurgie, c'est bien aussi, ça marche, ça diminue le niveau de pression pulmonaire, ça améliore la fonction VD, c'est associé à une morbidité qui est assez importante, certes, mais ça marche quand même. Euh, Différentes techniques, je ne détaille pas. Et après, on peut se poser la question des stratégies par voie cathéter, si le patient est contre-indiqué ou a des réelles contre-indications à la thrombolyse, parce que c'est beaucoup moins lourd qu'une intervention chirurgicale. Et c'est pour ça, en fait, que bah, ces patients-là, maintenant, à l'heure actuelle, on a tendance à les orienter vers les stratégies percutanées, notamment la thrombectomie mécanique, parce que c'est beaucoup moins lourd qu'une intervention chirurgicale, surtout chez un patient qui a un VD défaillant. Mais voilà, la chirurgie, ça existe encore, toujours. Voilà, ne l'oubliez pas tout de même. Alors, quel est le rationnel finalement pour une stratégie de reperfusion dans l'embolie pulmonaire à risque intermédiaire élevé? C'est basé sur une étude du New England il y a 12 ans déjà quand même, où en fait c'est l'étude Peito qui a comparé chez les patients avec une EP à risque intermédiaire élevé, une stratégie donc d'anticoagulation seule versus une stratégie de fibrinolyse. Et en fait, ce qu'ils ont remarqué, c'est que les patients thrombolysés avaient un risque moindre de décompensation hémodynamique. C'est 5% des patients dans le groupe placebo. Donc c'est quand même 3 fois moins dans le groupe Tenecteplase, par exemple. Ce qui, en l'occurrence, un thrombolytique qu'on n'emploie pas chez nous. Je sais pas vous, mais la plupart du temps, c'est du RTPA quand même. Et par contre, ça multiplie de façon très importante les saignements majeurs. Et c'est pour ça que cette stratégie a été abandonnée de thrombolyse des patients à risque intermédiaire élevé. Et donc on s'est dit, bah, finalement, si le risque, c'est principalement un risque de saignement, bah, si on emploie des stratégies de reperfusion, mais sans employer un fibrinolytique, bah, peut-être que ça va marcher. Et en fait, depuis 2014, il y a tout un tas d'essais qui se sont intéressés. Donc là, je résume, c'est juste pour mettre la référence parce que cette revue est très bien faite, pour le coup, de Nature Review Cardiologie. Il y a eu tout un tas d'études sur des stratégies par voie transcathéter chez ce type de patient. Et donc on va détailler certaines, mais pas toutes, hein, bien évidemment, parce que ça n'a aucun intérêt. Il y en a qui sont très intéressantes, d'autres moins. Mais donc voilà, on voit que depuis une dizaine d'années, il y a quand même un essor dans ce type de stratégie percutanée. Donc, quelles sont les options qu'on a à l'heure actuelle? J'ai entouré celles qui sont disponibles en France et qui sont par ailleurs remboursées. C'est le système ECOS. Le système ECOS, c'est quoi? C'est des faibles doses de thrombolytiques qui sont favorisées par les ultrasons. Le flow triver, c'est une aspiration mécanique directe. En fait, on met un cathéter dans les artères pulmonaires, qui est un cathéter de 24 French. Donc c'est assez gros tout de même. Et puis on aspire, c'est un système d'aspiration tout simple, comme pour les coronaires, et on va essayer de retirer le caillot de sang directement dans les artères pulmonaires. Je ne parle pas des autres systèmes parce qu'ils existent, mais ils sont déjà non remboursés, et en plus enfin, les études principales sont pour l'ECOS et le FlowTriever. Donc c'est celle qu'on utilise en première intention. Les causes, comment ça marche? C'est donc on met souvent deux petits cathéters, soit dans le bras, soit par voie brachiale, soit par voie fémorale. Et en fait, sur ces cathéters, ça délivre une dose de thrombolytique qui est de 1 mg/h. Et donc vous laissez ces cathéters en place 12 heures, c'est-à-dire que le patient il reçoit 24 mg d'actylyse, c'est-à-dire un quart de dose de la thrombolyse standard. Donc il reçoit beaucoup moins de thrombolytique, mais il en reçoit quand même. Donc l'avantage, c'est que c'est facile à utiliser, c'est des faibles doses de thrombolytiques, ça réduit la charge thrombotique, mais le protocole optimal n'est pas encore déterminé. Ça peut nécessiter des techniques adjuvantes parce que parfois bah, ça échoue. Et puis surtout, le patient bah, il est obligé de rester avec ses cathéters allongés, à ne pas bouger pendant 12 à 24 heures. Parce que 24 heures, c'est si vous en mettez qu'un, par exemple. Mais donc c'est quand même un certain inconvénient qui est non négligeable dans ce contexte. Pour vous montrer quelques images ici, c'est vraiment de la vie réelle, hein. En fait, vous voyez, en fait, on a fait une angiographie pulmonaire droite-gauche. En fait, on voit que bah, il y a des défects dans le tronc des artères pulmonaires, avec un cathétérisme cardiaque droit qu'on fait avant la procédure qui montre globalement qu'il y a une hypertension pulmonaire, du bas débit cardiaque, hein, parce que le patient a 1,7 de litres par minute par mètre carré, ce qui est très bas, une SVO2 basse. Et donc on met en place les cathéters, c'est très simple. Une fois qu'on a mis tout ça, ça va très très vite de faire ça, pour le coup. En fait, il suffit d'aller dans l'artère pulmonaire, après c'est juste une manipulation de guide, mais ça va vite.
Et après l'administration de thrombolytique pendant 12 heures, on refait une angiographie, on voit que bah, la charge thrombotique a réellement clairement diminué, elle est quasiment absente, mais c'est pendant 12 heures. Donc ça prend du temps. Chez quelqu'un qui va pas bien, qui est en état de choc, cette thérapie n'a pas de sens, parce qu'elle nécessite, voilà, c'est sur 12 heures, donc ça n'a pas de sens. C'est bien pour les patients qui ne sont pas en état de choc. Et on voit en tout cas que ça fonctionne aussi sur le plan hémodynamique avec une réduction des pressions pulmonaires, l'index cardiaque qui monte, la SVO2 qui se normalise. Donc c'est pas toujours comme ça, mais en tout cas quand ça marche bien, c'est efficace. Donc c'est une thérapie qui peut, voilà, qui a son sens aussi dans les pulmonaires à risque intermédiaire élevé. Quelles étaient les preuves de ça avant 2026? Elles étaient très faibles, voire nulles. Le seul essai randomisé qu'il y avait, parce qu'il a été arrêté pendant la pandémie de Covid, bah, vous voyez, c'est très très peu de patients. 94 patients, c'est rien. C'est 46 versus 39, c'est très peu. Donc on ne peut pas trop tirer de conclusion. C'est-à-dire que ça a été terminé prématurément, c'est sous-taillé, les patients sont à faible risque hémorragique. Tout ce qu'on voit, c'est que le VD va mieux quand on utilise ce truc. Donc c'est bien, mais en tout cas, on ne peut rien en tirer en termes d'événements durs sur la mortalité, etc. Donc c'est tout ce qu'on avait comme données, c'est les données les plus solides qu'on avait 2026. Parce après 2026, il y a la plus grosse étude qui a été réalisée dans l'embolie pulmonaire à risque intermédiaire élevé, qui s'appelle l'étude IPEITO, qui a été publiée cette année dans New England. IPEITO, c'est quoi? Ils ont pris des patients avec une EP à risque intermédiaire élevé, et ils ont randomisé les patients en traitement anticoagulant conventionnel versus le traitement par ECOS, donc par fibrinolyse dirigée enfin, facilitée par les ultrasons. Qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a 60% de réduction du critère primaire. Les patients sont hospitalisés moins longtemps. Donc on se dit génial, super, c'est génial. Alors, les problèmes de ça, c'est que, un, c'est financé par l'industrie, donc méfiance toujours. Deuxièmement, mine de rien, c'est non significatif, mais c'est 2 fois plus de saignements majeurs dans le groupe qui a la stratégie thrombolyse par voie percutanée. Et puis le nombre d'événements est très faible. Donc conclure quelque chose, c'est très compliqué. Il y a une réduction du critère primaire, mais ce critère primaire est en l'occurrence une association de plusieurs critères. C'est un critère composite, comme très souvent dans les études de cardiologie. C'est-à-dire qu'il y a le décès, la récurrence dans l'embolie pulmonaire, donc ça c'est non significatif. Et puis c'est 3 versus 1, donc allez chercher trouver une différence avec ça. Et puis, on met tout un tas de patients dans un sac qu'on appelle la décompensation respiratoire ou le collapse. Donc, il y a tout, c'est-à-dire la dégradation, donc l'hypotension artérielle, tachycardie, désaturation, augmentation de la fréquence respiratoire, score news. Donc, en fait, c'est un sous-groupe de sous-groupes. Et en fait, l'étude, elle est bénéfique principalement tirée par ce critère. Et donc, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Ça marche probablement chez des patients qui sont un peu plus, enfin voilà, qu'on va dire orange, mais chez les patients en rouge-rouge, ça marche pas. Donc voilà, cette étude a quand même des limites, mais en tout cas, elle a mené au remboursement du système. Donc voilà, c'est l'étude la plus large sur le sujet, donc ça, voilà, on peut saluer ça, mais méfiance, voilà, c'est pas parce que méfiance quand même, hein, parce que les critères de positivité voilà, sont sujets à discussion clairement. Et donc la sélection du patient est finalement quelque chose de très important, et à l'heure actuelle, on ne sait pas exactement à qui s'adresse ce type de stratégie. On n'a pas voilà, on n'a pas de critères de sélection vraiment extrêmement précis. C'est un peu du feeling. Pour ce qui est de la thrombectomie mécanique, voilà, ça se passe de façon très simple. On monte un cathéter dans les artères pulmonaires qui est assez gros et on va aspirer directement les thrombis dans les artères pulmonaires. Donc là, on voit, vous montez un cathéter, ça arrive dans l'oreille droite, le ventricule droit, c'est relié à un système d'aspiration et puis c'est quelque chose voilà, qui est tout droit et qui est globalement assez souple, et assez large, qui induit en fait une dépression très importante. En fait, c'est une dépression de 50 ml. La seringue, quand vous la déflattez, ben, en fait, elle se remplit quasiment instantanément tellement le niveau d'aspiration est important. Et ça peut être très efficace. Comme vous voyez sur l'image en bas à droite, bah, des fois, vous récupérez une quantité très importante de caillots. Et donc, ça paraît très, très séduisant sur le papier.
parce que bah, voilà, vous ne délivrez pas de traitements qui sont à risque de saignement. La procédure est globalement safe, comme on le verra après. Et puis, aspirer des trucs, on retrouve tout un tas de trucs, on est content, c'est rigolo. On se dit, ouais, génial, voilà. Mais pour l'instant, voilà, c'est certes remboursé. Alors, on ne sait pas comment ils ont fait, parce qu'il n'y a pas d'essai randomisé. Il y en a un qui est en cours, auquel on participe, mais je vous en parlerai. Mais en tout cas, la technique paraît très séduisante parce que vous retirez le problème tout de suite, sans ouvrir le thorax du patient. Et donc, c'est une stratégie qui est très séduisante en tout cas. Ça, on ne peut pas le nier. Quelles sont les évidences de ça? Globalement, c'est tout un tas d'essais observationnels, même si c'est du prospectif, c'est pas randomisé, avec un nombre discutable de patients. En gros, ça marche sur le plan hémodynamique, c'est-à-dire que vous diminuez le niveau de pression, vous augmentez l'index cardiaque, c'est exactement ce qu'on veut. La mortalité est très faible dans le groupe. Thrombectomie, peu importe la sévérité en fait de l'embolie pulmonaire. Et puis, vous avez un taux d'événement qui semble très très faible sur le papier. Alors, la grosse limite de ces registres, voilà, je vous le dis tout de suite, c'est que les patients ils signaient après la procédure. Donc, forcément, tous les morts, ils n'ont pas signé le registre. Donc, c'est quand même, voilà, ça, faut quand même, faut toujours se poser les bonnes questions. Donc, ces études montrent que c'est globalement safe, mais c'est tout. C'est tout ce que ça veut dire pour l'instant, et que les complications ne sont pas très importantes. Ici, c'est l'étude FLAME, parce qu'avant c'était l'étude donc FLAIR et FLASH, ces études préliminaires qui datent de plusieurs années. Celle-là est le plus récente, c'est un registre qui a pris des embolies pulmonaires à risque, à haut risque, et ils ont comparé des stratégies fibrinolyse versus thrombectomie mécanique. C'est pas randomisé, attention. On voit que les patients à droite, c'est des patients sévères. Les patients sont la plupart sous vasopresseurs, ont ont une hyperlactatémie pour la plupart, sont pour la plupart au moins en stade C, D ou E de la classification SKY, donc c'est des patients graves, chez qui une bonne partie d'entre eux ont des contre-indications au traitement fibrinolytique. En fait, on voit que dans le groupe flow triver, c'est-à-dire aspiration mécanique, la mortalité est extrêmement faible. 1,9% contre un peu plus de 30% chez les gens qui sont thrombolysés, qui sont des chiffres globalement réels avec ce qu'on observe dans les études. Et puis, le taux de saignement est bien moins important dans le groupe thrombectomie mécanique. Donc, on a envie de dire, génial. Même pour le PO risque, c'est très bien. Oui, c'est vrai. Mais pour l'instant, il n'y a pas de preuve randomisée. Mais en tout cas, ça paraît sur le papier très, très, très séduisant. Les seuls essais randomisés qu'on a pour l'aspiration mécanique, elles sont ici. Donc il y a la première à gauche qu'on appelle c'est l'essai Peerless, c'est-à-dire ça a comparé l'aspiration mécanique versus la thrombolyse facilitée par les ultrasons. Globalement, pas de différence de mortalité. Les patients sont hospitalisés moins longtemps dans le bras de thrombectomie. La fonction VD va mieux. Bref, globalement, ça marche un peu mieux, mais c'est pas designé pour une voilà, mortalité de différence. Il n'y a pas de bras contrôle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bras traitement médical seul. Donc voilà, attention. Et puis le Stampede Trial, c'est avec le device Penumbra, c'est pareil, c'est une étude globalement voilà, ils ont randomisé un nombre assez faible de patients. C'était pas, il n'y avait pas suffisamment de puissance pour la mortalité. Juste, il n'y a pas d'augmentation de saignement majeur. Et la fonction VD va globalement mieux dans le groupe où on retire les caillots par voie mécanique. Donc globalement, c'est pas mal comme système. Ça semble pas mal. Mais on va avoir la réponse exacte avec cet essai qui est l'essai Peerless 2 auquel on participe. Donc là, j'ai mis c'est globalement les embolies pulmonaires à risque intermédiaire élevé, traitement standard versus thrombectomie mécanique, donc avec 1200 patients. Donc ça répondra à la question, pour le coup. C'est bientôt terminé, c'est peut-être même terminé. On a inclus énormément de patients. On a plus de 200 là, à l'heure actuelle. Donc en fait, il y a je sais pas combien de sites, mais il y en a quand même beaucoup. Et donc, on est les premiers dans le monde. C'est-à-dire on est on a fait énormément de procédures. Donc, on connaît bien le sujet, pour le coup, parce qu'on en a fait beaucoup, beaucoup. Et on en faisait déjà avant. Et donc, cet essai nous a permis qu'on en fasse beaucoup. Et donc, avec cet essai, on aura probablement plein de réponses sur est-ce que ça marche ou pas l'aspiration mécanique dans l'embolie pulmonaire à risque intermédiaire élevé. Pour l'instant, c'est intéressant, mais on ne peut pas dire que c'est mieux. Finalement, en fait, on voit, ça c'est la plus grosse étude observationnelle qui a été publiée dans l'European Heart Journal d'il y a 2 ans.
Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que sur tous les patients qui ont été inclus rétrospectivement avec une embolie pulmonaire à risque intermédiaire élevé ou à haut risque, ceux qui ont été traités par une thérapie cathéter, que ce soit la fibrinolyse par les ultrasons ou la thrombectomie mécanique, meurent moins, ont un taux de réhospitalisation qui est moindre et qui apparemment, sur le moyen terme, c'est-à-dire que dans 3 mois, ils sont moins hospitalisés pour une récidive d'événements thromboemboliques. Donc ça semble aussi bénéfique sur le moyen terme. Donc ça nous dit globalement que ça a l'air plutôt pas mal quand même comme type de stratégie. Et ça se traduit d'ailleurs par l'augmentation en fait de l'utilisation. En fait, ce que vous voyez à droite, surtout en bleu et en orange. En orange, c'est le pourcentage de patients qui ont une thrombectomie mécanique. Donc en haut, c'est le haut risque, en bas, c'est le risque intermédiaire élevé. Vous voyez qu'en fait, la proportion de patients traités avec ce device, elle s'est multipliée par 5 quoi, quasiment sur les 8 dernières années. Et en bleu, c'est la thrombolyse par voie donc facilitée par les ultrasons. Ça a tendance à diminuer au fil du temps au profit des aspirations mécaniques. Pourquoi? Bah oui, parce qu'on n'emploie pas de thrombolytique et ça, c'est le moins en pratique. Et ça, globalement, ça coûte à peu près le même prix. Par contre, dans cette étude, on voit voilà, il y a moins de saignements gastro-intestinaux dans les groupes stratégie percutanée. Mais par contre, il y a plus de saignements procéduraux et post-procéduraux, ce qui est logique hein, quand on met un 24 French dans une veine, même si c'est une veine, ou quand on délivre des fibrinolytiques, même si c'est à quart de dose, ah oui, vous avez un peu plus de saignements, mais voilà, ça ne ressort pas de façon majeure. Ce qui ressort tout de même, c'est que globalement, ça a l'air franchement pas mal en termes de mortalité. Et donc l'idée, c'est de détecter quels sont les patients à qui ça s'adresse. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. En fait, ils ont essayé de déterminer ce qu'ils appellent le CPES. C'est un score enfin, c'est un choc score d'embolie pulmonaire. Où vous voyez, vous avez les marqueurs cardiaques, la sévérité de dysfonction VD. Est-ce que vous avez une embolie pulmonaire enfin, des deux côtés? Est-ce qu'il y a une TVP concomitante? Est-ce que le patient est tachycarde? Plus le score est élevé, plus en fait vous avez un risque de décompensation hémodynamique, d'arrêt cardiaque ou de mortalité hospitalière. Ici, en bas à droite, ils ont fait en deux sous-groupes, hein, là, un CPS en dessous de 3 ou au-dessous de 3. Vous voyez que la différence est quand même majeure. Et donc ça peut être intéressant pour déterminer les patients qui sont à risque de décompensation hémodynamique, parce que c'est ceux-là qu'on veut cibler en fait pour ce type de thérapie. C'est les patients qui vont se dégrader, parce qu'il y en a plein qui vont bien sous anticoagulants, mais il y en a certains qui vont pas bien. Et donc, on essaie de cibler ces patients-là pour leur proposer des thérapies comme la thérapie par aspiration mécanique. Et finalement, on se rapproche un peu d'une stratégie SCA-like, parce qu'à l'heure actuelle, on a tendance à dire, bah oui, plus vite on va lever l'obstacle dans les artères pulmonaires, mieux va aller le patient. Alors, est-ce que c'est une analogie qui est appropriée? C'est pas sûr. Ça semble avoir un petit impact tout de même dans une étude, là, enfin, qui est enfin, une sous-étude d'un registre. Donc ça semble avoir un impact quand on le fait rapidement, surtout chez les patients qui ont un CPES, enfin un score un peu élevé. Donc les patients qui sont à risque de décompenser, bah, plus vite on va les traiter de façon un peu plus agressive avec des stratégies percutanées, mieux il semble aller. C'est pas des données randomisées, mais tout de même, voilà, ça nous approche à avoir une stratégie un peu SCA-like, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'aller vite, prendre des décisions vite, d'où l'intérêt d'avoir une PERT, c'est-à-dire un réseau, enfin une team, quoi. C'est comme une shock team, bah, c'est une PE, une embolie pulmonaire team, si j'ose dire. Voilà, c'est l'intérêt de tout ça. Et puis, il faut bien sélectionner le patient. Des fois, c'est difficile, je ne détaille pas, mais c'est difficile parce qu'il ne faut pas se tromper entre l'aigu et du chronique. Vous avez tout un tas de trucs pour savoir ça, notamment l'imagerie qui peut vous aider, hein, des thrombus excentrés avec de l'hypertrophie intimale, c'est pas de l'EP aigu, mais c'est de l'HTP-TEC, donc du thrombembolique chronique. Si le patient a 15 000 de NT-proBNP, bah, c'est pareil, c'est plutôt en faveur d'une HTP-TEC. S'il a un niveau de pression très élevé, ce que n'est pas capable de supporter quelqu'un de sain auparavant, bah, c'est probablement parce qu'il a une maladie sous-jacente, hein, qu'elle soit pulmonaire, cardiaque ou ce que vous voulez. Mais s'il a un niveau de pression pulmonaire systolique à plus de 60, donc une PAP moyenne aux alentours de 30, 35 quoi, à peu près, 35-36,
eh ben, c'est plutôt en faveur d'une HTP Tech et donc finalement bah, vous risquez d'aggraver le patient et de ne pas l'améliorer beaucoup parce qu'il a une maladie chronique et qu'il n'y a pas tellement d'aigus dans cette affaire. Donc il faut bien sélectionner le patient sur son historique, sur l'hémodynamique, sur l'imagerie. Ça c'est très très important pour ne pas faire n'importe quoi et ne pas aggraver le patient. Je remets ce tableau de recommandations américaines parce que je le trouve assez provoquant mais important enfin, important d'en parler. Ils ont mis dans une bonne position en fait les patients qui ont des thrombis dans les cavitaires, dans l'OD, dans le VD. Je suis pas sûr que ça soit une bonne idée d'aller trifouiller dans les cavités cardiaques quand le patient a un thrombie dedans à l'intérieur, mais en tout cas, ils ont dit oui, on peut le faire. Bon, en tout cas, ça se fait pas chez nous, peut-être dans d'autres centres, mais j'en suis pas sûr parce que pour le connaître, la plupart des gens qui font ça, ils ne le font pas, ou alors ils réfléchissent franchement avant de le faire. Ils ont positionné, en fait, ce que je voyais dans le tableau en haut à droite, ils ont positionné en fait les stratégies percutanées avec un niveau d'évidence qui est très important, c'est-à-dire que entre les stages C2 et D2, donc globalement c'est les risques intermédiaires élevés et les patients qui sont dans le haut risque, ils ont mis les stratégies percutanées presque finalement devant les autres stratégies, type thrombolyse. Même chez les patients haut risque, c'est ce qu'on voit en fait, hein. Le E1, vous voyez ici en bas, c'est le patient à haut risque, hein. C'est le patient en état de choc cardiogénique. Bah, le thrombolyse, c'est du 2AC, et bah, la thrombectomie mécanique, c'est 2AB, c'est-à-dire que c'est mieux. C'est qu'ils sont quand même allés loin quoi, dans le truc, c'est ils ont vraiment fortement positionné les stratégies percutanées malgré l'absence de preuves randomisées pour l'aspiration mécanique. Il y a tout un tas de données observationnelles, ok, mais ouais, c'est un peu fort quand même. En tout cas, ils font pas la distinction globalement entre les ultrasons qui favorisent la fibrinolyse versus l'aspiration mécanique. Ils le mettent avec un même niveau de recommandation, et qui est assez élevé quand même, hein, pour le coup. Donc, ils positionnent les stratégies percutanées vraiment de façon importante, ce que ne font pas les recommandations européennes. Vous voyez, en Europe, quand on nomme une EPA au risque, en vert, c'est-à-dire il faut faire, c'est la thrombolyse, et en jaune, c'est peut-être il faut les stratégies percutanées. Alors, ça date de 2019, ça va probablement être revu récemment, peut-être là cette année à l'ESC en août. Mais en tout cas, voilà, ça reste la priorité reste la thrombolyse, alors que finalement la thrombolyse, là, dans les stades E1, chez les Américains, c'est de thrombectomie mécanique, hein, avant. Donc c'est un petit peu provoquant quand même. Chez les patients qui sont en arrêt cardiaque, c'est en E2, ou qui sont vraiment choc réfractaire, là, ils ne se prononcent pas. Bon, évidemment, il faut se poser d'autres questions à ce moment-là, c'est-à-dire ECMO et compagnie. Donc voilà, mais voilà, ils sont assez forts quand même. Et dans les risques intermédiaires élevés, ils les mettent finalement avec un grade de recommandation qui est globalement à peu près similaire à ces stratégies américaines. Voilà, donc ça, on verra avec les données des essais qu'on va avoir bientôt, je pense. Et sans oublier que, enfin, faut pas, voilà, n'oubliez pas que les guidelines, c'est bien, mais par contre, ça ne vous dit pas quoi faire, ce n'est pas la loi, et ça ne vous empêche pas de réfléchir sur un patient donné. Voilà, faut pas mettre tous les patients dans une case. Ça, voilà, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Et voilà, donc n'oubliez pas voilà, de bien vous questionner avant. Et finalement, pour conclure, bah, voilà à peu près l'avenir des thérapies cathéter. C'est-à-dire que en première intention, bon, évidemment, le patient est anticoagulé, soit ça marche, ou alors il a des critères de sévérité dans l'embolie pulmonaire à risque intermédiaire élevé. Dans ces cas-là, vous pouvez penser à des stratégies par voie cathéter, si le patient a des facteurs de risque de décompensation qui sont actuellement pas très très bien déterminés, mais ça, on commence à les affiner un petit peu quand même avec les différentes études. Donc vous pouvez leur proposer une stratégie percutanée. Dans le haut risque, pour le moment, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la fibrinolyse qui reste en première attention. Et si le patient a des contre-indications absolues ou alors un haut risque hémorragique, vous avez le droit et vous pouvez, et c'est globalement safe, et c'est probablement mieux que la chirurgie, de lui proposer une stratégie d'aspiration mécanique parce que voilà, c'est direct, c'est facile, ça va vite et ça semble très intéressant.
Et donc, la réalité est bien plus complexe et heureusement, il faut bien différencier le risque intermédiaire élevé du haut risque du patient qui a une réelle contre-indication à thrombolyse versus celui qui a un haut risque hémorragique. C'est pas forcément les mêmes patients. Le choix de la technique, pour l'instant, on n'a pas vraiment la réponse. Le but est quand même bien se poser avant de décider quelque chose pour ne pas aggraver le patient. Parce que quand vous lui mettez un pieu dans le cœur, bah, il peut se passer des problèmes quand même, parce que c'est déjà arrivé. Il manque des évidences pour notamment randomiser pour l'aspiration mécanique. Utilisez votre cervelle plutôt que de savoir manier vos mains. N'importe quel abruti peut mettre des cathéters dans les artères pulmonaires. C'est beaucoup plus difficile de réfléchir. Et surtout, appelez des copains, parce que ça, par contre, on sait que ça fonctionne très bien. D'appeler des gens qui ont l'habitude et d'avoir des discussions pluridisciplinaires. C'est ça qui rend service aux patients essentiellement. Voilà, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas trop dépassé. Merci beaucoup, un tout Un peu petit quand peu, même. mais Désolé. Ouais, je suis désolé. c'était vraiment très intéressant. Donc, Je vais rater le je partage. pense que ça valait Je vais largement le regarder coup. On les... va essayer de voilà, répondre à ouais, quelques je vais regarder les questions questions. rapidement. Alors, les Donc, contre-indications. ouais, allez-y. Ouais, enfin, ouais, vas-y, comme tu veux, oui, mais sinon je les lis. Mais, Allez-y, allez-y, ouais. ok. Les contre-indications absolues de la thrombolyse sont-elles exactement les mêmes que celles qui concernent l'infarctus? Oui, c'est exactement les mêmes. Des fois, la fibrinolyse, même si indiquée théoriquement, peut être bypassée pour passer directement à la thrombectomie. Alors, oh, il y a une belle photo, tiens. Alors, théorique, sur le papier, non. Mais sur le papier, non. À l'heure actuelle, nous, on ne sait pas ce qu'on fait. Les gens qui n'ont pas de contre-indication à la thrombolyse, on dit aux autres centres de les thrombolyser. Après, si ça marche pas, on est en droit de les thrombectomiser, c'est ce qu'on fait. Mais s'ils n'ont pas de contre-indication ou s'ils n'ont pas de facteur de risque de saignement majeur, euh, la thrombolyse, ça reste le traitement de référence. Mais voilà. Et d'ailleurs, il y a une étude qui va être menée en ce sens, qui compare le thrombolyse versus aspiration mécanique randomisée, fait par des gens par Nicolas Menvaux. Et donc, on aura peut-être une réponse à ça, mais pour le moment, n'oubliez pas, la thrombolyse, c'est le traitement de première intention. Au niveau de la procédure, y a-t-il des difficultés à cathétériser les AP comme parfois Class 1? Oui, c'est vrai, c'est parfois difficile. La plupart, alors on a quand même l'habitude, donc maintenant, même pour manier la swan, on a l'habitude aussi, donc ça va, et de toute façon, on leur met pour être très franc, on leur met une swan avant, parce qu'on fait des mesures avant, des mesures d'hémodynamique avant, et on sert de la swan pour mettre les guides et monter les cathéters. Donc une fois qu'on a mis la swan, par le bas, c'est un peu plus chiant que par voie haute, ça c'est sûr. Par voie haute, c'est très facile. Par voie basse, c'est un peu plus chiant. Donc oui, parfois, il y a des difficultés techniques pour mettre la swan. Voilà, mais une fois que c'est dedans, après, ça va. Mais oui, des fois, c'est difficile, surtout quand le patient a un VD très dilaté, etc. Des fois, c'est compliqué. Mais globalement, avec l'habitude, maintenant, on arrive à... Avant, on avait un peu plus de mal, maintenant, on arrive à le faire. Quand ça va vite, on met 1 heure à faire le cathé droit avant, la thrombectomie et le cathé droit après. Donc, on va assez vite. Mais parfois, ça peut être plus long. Les patients inclus dans PIRLS2 étaient des risques intermédiaires élevés tout venant ou laissés s'adresser, stratifier sur le score CPES pour ne pas s'adresser qu'aux patients à risque de dégradation? C'est une très très bonne question. Effectivement, alors dans Peerless 2, alors tu sais, comme dans les, je me permets de te tutoyer, mais dans les essais comme ça, la difficulté, en fait, s'ils mettent des critères trop stricts, il n'y a pas assez de patients et donc l'étude met 10 ans à sortir. S'ils mettent des critères un peu moins stricts ou facilement contournables, entre guillemets, ça va plus vite. Et donc, eux, ils ont fait un peu ça, c'est-à-dire ils ont pas mis le score CPES. En fait, on pouvait randomiser n'importe quel patient qui a une embolie pulmonaire à risque intermédiaire élevé et qui a quelques critères qu'ils appellent des critères d'enrichissement. C'est-à-dire, ils ont pris fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, oxygénorequérence, et puis ils ont pris un score qu'on appelle le MMRC, donc c'est un score de dyspnée. Mais globalement, en fait, dès qu'on est essoufflé, on a un score de MMRC qui permet l'inclusion du patient. Donc bah oui, forcément. En gros, quand les patients viennent, ils viennent quand même pour une dyspnée la plupart du temps. Donc on peut facilement randomiser les patients. Donc oui, ils ont essayé de cibler. Enfin,
Donc ils n'ont pas mis le CPES, mais ils ont pris des critères qui nous permettent d'être assez larges sur les inclusions. Donc c'est ça, c'est en même temps un avantage et en même temps un inconvénient pour l'étude. Parce que du coup, il y a toute une catégorie de patients. Il y a des patients qui vont être pas très graves, d'autres qui vont être un peu plus graves, et ça va être pas simple de déterminer parmi tous ces patients lesquels bénéficient réellement de l'aspiration mécanique. L'aspirement au risque se fait impérativement sous ECMO? Non, mais on peut. Juste ce qu'il faut faire attention tout de même, c'est quand on aspire, c'est de faire gaffe au débit d'ECMO, etc. Parce qu'il ne faut pas non plus foutre de l'air dedans. Donc il faut faire attention. Donc est-ce qu'elle fait sous Swan Gans? Donc c'est pas impératif. C'est déjà arrivé, on l'a fait plusieurs fois, mais c'est pas impératif. C'est bien de prévenir les CCV, l'AREA pour, voilà, pour si le patient est précieux, entre guillemets, pour lui mettre une ECMO, mais c'est pas systématique. Est-ce qu'elle se fait également sous Swan? Nous, non, on fait la Swan avant, on fait l'aspiration et après on met la Swan. Donc en fait, en pratique, quand on aspire, il n'y a pas le cathéter de Swan Gans en place. Y a-t-il des données sur l'effet à long terme des techniques percutanées avec une diminution de l'HTP post-embolique? C'est une très très bonne question. Alors, c'est ce qu'ils espèrent. Il y a un suivi à 6 mois. Donc, c'est ce qu'ils espèrent parce que enfin, vous le savez probablement, mais je vous le rappelle, la thrombolyse dans Peito, en fait, la thrombolyse chez les EP à risque intermédiaire élevé, même dans le groupe thrombolyse, il n'y a pas de réduction d'HTP post-embolique à long terme. Il n'y en a pas, que les patients aient été fibrinosés ou non. Donc peut-être que c'est lié au fait que le tronc, voilà, il n'y avait pas assez qu'il y avait pas assez de dilution, enfin non, qu'il restait encore du thrombus, etc. Et peut-être que l'aspiration mécanique va diminuer ça, mais on ne sait pas. Mais mais en tout cas, ces données, elles vont exister avec les CPRLS2, parce qu'il y a un suivi à 6 mois. Donc on saura un peu plus. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces réponses et puis pour cette mise au point extrêmement claire sur un sujet qui va sûrement rester d'actualité dans les Oui, prochains mois et dans les prochaines années au vu ah oui, c'est sûr. de la richesse de la littérature, même en cours, enfin sur le Oui, point de oui, ça sortir. c'est. Et puis cette dernière question nous permet de Oui, faire une bah transition ouais. très douce vers le prochain En topo. Merci tout encore, cas, merci beaucoup. Guillaume, Peut-être une bonne soirée. de votre intervention. Yes, c'est gentil, Et merci. puis on enchaîne rapidement, parce qu'on est un tout petit peu en Ouais, retard, ouais, avec excusez-moi. un topo du professeur Laurent Saval, qui travaille en pneumologie et notamment en soins intensifs respiratoires à l'hôpital Bicêtre, au Kremlin-Bicêtre, ce qui est un hôpital du groupe de l'AP-HP et service qui est spécialisé au niveau national et même international dans la prise en charge de l'hypertension artérielle pulmonaire, dont nous allons maintenant étudier la partie la plus aiguë, avec notamment la décompensation ventriculaire droite chez les patients suivis pour une hypertension pulmonaire. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir accepté d'intervenir et je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Louis. Merci à tous. Vous m'entendez bien? Oui, parfaitement. Parfait. OK. Donc, je vais vous aborder pour terminer une situation qui est plus rare, mais qu'il ne faut pas méconnaître, avec effectivement la décompensation aiguë d'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, juste avant de commencer, pour savoir de quoi on parle, comme vous savez, l'hypertension pulmonaire, ce n'est pas une maladie, hein. Il y a plein de situations différentes qui peuvent aboutir à des hypertensions pulmonaires chroniques. Et donc, vous serez souvent confronté à des patients qui ont une hypertension artérielle pulmonaire avec des maladies associées. Et ça, c'est très important de le prendre en compte dans la prise en charge. Et comme vous le savez, donc, il y a une classification de ces hypertensions pulmonaires. On va plutôt aujourd'hui axer sur ce qu'on appelle l'hypertension artérielle pulmonaire, donc du groupe 1, qui correspond aux HTAP idiopathiques, irritables, associés à des anorexigènes ou associés à un certain nombre de conditions qui augmentent le risque de développer ces hypertensions artérielles pulmonaires chroniques, et en particulier les connectivites. Mais il n'y a pas que ça, et ce n'est pas le plus fréquent. Et le plus fréquent, ça va être les hypertensions pulmonaires de l'insuffisance cardiaque gauche, qui n'ont rien à voir et qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Les hypertensions pulmonaires associées aux maladies respiratoires chroniques, qu'elles soient restrictives ou obstructives. On vient d'en parler, les hypertensions pulmonaires thromboemboliques chroniques. Et ensuite, plein d'autres conditions qui comprennent des hypertensions pulmonaires avec des mécanismes variés, et en particulier la drépanocytose, par exemple. Donc évidemment, la prise en charge de ces patients-là, elle va dépendre du type d'hypertension pulmonaire. Donc le premier message, c'est quand on parle d'un patient qui a une hypertension artérielle pulmonaire, il faut bien sûr en connaître l'étiologie qui va guider la prise en charge des patients.
Donc rapidement, on n'est plus du tout dans du cœur aigu comme on a pu aborder avec l'embolie pulmonaire ou le syndrome de détresse respiratoire aiguë. On est chez des patients qui ont une augmentation progressive de leur post-charge et donc on va avoir des capacités d'adaptation du ventricule droit qui sont parfois très importantes et qui peuvent permettre de faire face à une augmentation des pressions pulmonaires qui sont 6 à 7 fois les pressions pulmonaires normales. Et donc il y a plusieurs phases dans l'évolution de l'hypertension pulmonaire. Et ce qui est certain, c'est que la survie de ces patients-là, elle va dépendre de la capacité du ventricule droit donc à s'adapter à l'augmentation progressive de la post-charge. Et donc on a une phase d'abord qui est pré-symptomatique, donc on ne connaît pas bien, et ensuite une phase symptomatique avec dans un premier temps un ventricule droit qui est adapté à l'augmentation de la post-charge, où on va avoir un couplage ventriculo-artériel qui va être préservé, un débit cardiaque qui va être préservé. Et puis ensuite vient la phase de découplage ventriculo-artériel avec un phénotype maladaptatif du ventricule droit qui peut aboutir donc à des situations d'insuffisance ventriculaire droite terminale et surtout à un risque élevé de présenter ces épisodes aigus d'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, je ne vais pas avoir le temps de parler de toutes les thérapies spécifiques de l'hypertension pulmonaire, mais globalement, ces thérapies spécifiques de l'hypertension pulmonaire, elles augmentent, elles améliorent la fonction cardiaque avant même finalement de faire baisser les pressions pulmonaires. Et on a une baisse des résistances vasculaires pulmonaires qui passe essentiellement par une amélioration du débit cardiaque. Donc, les patients qui sont en hypertension artérielle pulmonaire évoluée peuvent développer à tout moment ces épisodes de décompensation cardiaque droite. Et ces épisodes de décompensation cardiaque droite aiguë, ils peuvent être dus simplement à la progression de la maladie dans 80% des cas et dans 20% des cas, on peut identifier un facteur de risque aggravant ou déclenchant de cet épisode de décompensation cardiaque droite. Et c'est des patients qui vont présenter des phénotypes hémodynamiques qui peuvent être assez variables d'un patient à l'autre, où il va y avoir une combinaison finalement de dysfonction systolique du ventricule droit qui va aboutir à une diminution de la précharge du ventricule gauche, des phénomènes bien sûr d'interdépendance VD-VG, et également donc des phénomènes de dysfonction diastolique du ventricule droit, en particulier chez les patients qui vont avoir un long historique d'hypertension pulmonaire avec un ventricule droit qui devient très remanié, très rigide qui va aboutir donc à une augmentation des précharges du ventricule droit qui sont parfois phénoménales avec une augmentation de la pression veineuse centrale qui peut être très importante. Et finalement, ça va être cette combinaison à des proportions variables d'un patient à l'autre de congestion parfois majeure et du diminution du débit cardiaque et d'insuffisance circulatoire qui va aboutir à ce risque donc de défaillance multiviscérale qui peut évoluer parfois très rapidement dans un contexte de décompensation aiguë d'hypertension pulmonaire. Donc, alors là, on n'est pas du tout dans l'embolie pulmonaire, on n'est pas dans le SDRA, on a des cohortes qui sont essentiellement rétrospectives pour reporter l'outcome de ces patients-là, et souvent monocentriques, puisqu'on est quand même dans une maladie rare. Et vous voyez que si on reprend globalement les données de la littérature, bah, ces épisodes de déconvention cardiaque droite aiguë, même si c'est très hétérogène d'une étude à l'autre, on voit que la mortalité, les événements majeurs aux soins intensifs sont toujours compris entre 20, 30, parfois 40% de mortalité chez les patients qui sont admis pour des décompensations aiguës d'hypertension artérielle pulmonaire, avec dans ces études une surreprésentation des patients qui ont des connectivites, en particulier la sclérodermie qui est toujours associée à un plus mauvais pronostic. Donc ces patients, ils peuvent, comme je l'ai dit, développer des défaillances d'organes et au premier rang desquels, bien sûr, le syndrome cardio-rénal, dont finalement les mécanismes physiopathologiques sont assez similaires à ce qu'on peut voir dans l'insuffisance cardiaque gauche avec une participation très importante qui est liée à la congestion d'organes. C'est des patients qui, très souvent, lorsqu'ils sont admis aux soins intensifs pour une décompensation aiguë, sont le plus souvent normotendus, ce qui ne les empêche pas d'avoir parfois des hypoperfusions d'organes très importantes. Donc, il ne faut pas sous-estimer la sévérité des patients, même lorsqu'ils ont une pression artérielle systémique qui est conservée. On a très rarement des foies cardiaques aiguë chez ces patients-là, puisqu'il y a une augmentation chronique de la précharge avec une adaptation probablement vasculaire du foie qui les protège aussi de ce foie cardiaque aigu. Donc c'est assez rare de voir ça dans les décompensations aiguës d'hypertension artérielle pulmonaire. Donc encore une fois, on peut avoir des phénotypes hémodynamiques différents d'un patient à l'autre et qui finalement sont assez similaires à ce qu'on peut voir dans l'insuffisance cardiaque gauche. Vous allez avoir des patients qui vont être normotendus et qui n'ont pas encore de signes d'hypoperfusion d'organes, donc les patients les moins sévères,
avec, vous voyez, très peu d'événements à 3 mois. Vous allez avoir, et ça c'est la plus grande proportion de patients, des patients qui vont être normotendus, mais qui vont avoir clairement des signes d'hypoperfusion d'organes avec un syndrome cardio-rénal au premier plan. Et là, on arrive plutôt à 20% d'événements à 3 mois. Et vous allez avoir les patients qui vont être et hypoperfusés et hypotendus avec plus de 50% d'événements à 3 mois. Ces données émanant donc d'une étude Propulse, qui est une cohorte prospective donc, qu'on a réalisée donc, à Bicêtre. Et donc, toute la problématique chez ces patients-là, c'est toujours d'anticiper une évolution potentielle vers une insuffisance ventriculaire droite réfractaire. On ne peut pas se réveiller au dernier moment lorsqu'on prend en charge une décompensation d'HTAP pour savoir si on va pouvoir mettre une assistance circulatoire, recourir à la transplantation en super urgence. Donc, il faut toujours anticiper les choses et savoir quoi faire si jamais le traitement médical n'est pas suffisant pour restaurer un état d'équilibre durable chez ces patients qui ont une hypertension pulmonaire. Et c'est la raison pour laquelle, pour les patients qui sont les plus jeunes, qui sont candidats potentiels à un projet de transplantation en super urgence ou d'assistance circulatoire en bridge à la transplantation, il faut que ces patients soient identifiés de façon assez tôt pour pouvoir les prendre en charge dans un environnement qui va permettre donc une discussion multidisciplinaire, que ce soit sur l'optimisation de la prise en charge de la maladie vasculaire pulmonaire, la possibilité d'une assistance circulatoire si on retient une indication potentielle, et la possibilité de discuter d'une transplantation donc en super urgence. La prise en charge médicale, dans un premier temps, elle repose donc sur 4 grands points. Le premier point, donc, c'est d'identifier un facteur déclenchant ou un facteur aggravant de l'épisode de décompensation aiguë d'hypertension pulmonaire. Le deuxième point, ça va être d'optimiser donc la volémie des patients et la précharge du ventricule droit. Dans 90% des cas, les patients sont en surcharge avec une augmentation de la précharge, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, aller diurétiquer de façon excessive, ça peut être aussi délétère pour le patient. Le troisième point, donc, c'est d'améliorer le débit cardiaque et la perfusion donc, par l'utilisation des inotropes et des vasopresseurs si nécessaire. Et bien sûr, le dernier point, c'est après avoir restauré l'hémodynamique de patient, de savoir comment je vais pouvoir diminuer la post-charge du ventricule droit, donc traiter et optimiser la prise en charge de l'hypertension pulmonaire pour avoir la possibilité de restaurer un état d'équilibre qui soit durable. Donc, juste 2 mots sur les facteurs déclenchants et aggravants. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent être optimisés, qui peuvent participer à la décompensation cardiaque droite. En ce qui concerne les échanges gazeux, donc bien sûr, chez le patient qui va être hypoxémique, on va l'oxygéner pour diminuer la vasoconstriction hypoxique, en sachant que vous pouvez tout voir chez les patients qui sont en déconscience d'hypertension pulmonaire. Ça va dépendre de l'étiologie de l'hypertension pulmonaire, de s'il y a une ouverture de foramen ovale, de s'il y a une pathologie interstitielle associée, etc. Donc, le niveau d'hypoxémie est très variable d'un patient à l'autre et on a parfois des hypoxémies extrêmement sévères, mais qui sont des hypoxémies vasculaires et qui sont rarement associées à des signes de détresse respiratoire aiguë. L'hypercapnie, si vous êtes vraiment sur une décompensation de maladie vasculaire pulmonaire, les patients ne sont jamais hypercapniques, ils sont hypocapniques. Si vous avez une hypercapnique, c'est que vous avez au premier plan une maladie respiratoire sous-jacente et que l'hypertension pulmonaire n'est que la conséquence de l'insuffisance respiratoire décompensée. Ensuite, on peut avoir des troubles du rythme. On trouve chez 10 à 15% des patients un trouble du rythme qui est toujours supraventriculaire, jamais ventriculaire. S'il est ventriculaire, c'est qu'il y a une pathologie cardiaque intrinsèque. Et ces troubles du rythme supraventriculaire, il y a quelques points à savoir. Ne jamais utiliser les bêta-bloquants qui aggravent la fonction ventriculaire droite. Essayer de réduire la fréquence cardiaque du patient et essayer ensuite d'avoir une cardioversion médicamenteuse ou par radiofréquence ou ablation en fonction du type de trouble du rythme supraventriculaire. Ensuite, donc, le point clé, ça va être d'optimiser la précharge du ventricule droit. Donc, encore une fois, dans la plupart des cas, les patients ont une augmentation de la précharge du ventricule droit qui vient aggraver l'interdépendance VDVG, aggraver l'insuffisance tricuspidienne et finalement participer à l'altération de la fonction cardiaque dans sa globalité. Et vous pouvez encore une fois avoir une congestion d'organes très importante qui participe également donc au syndrome cardio-rénal, par exemple. Donc la déplétion et l'optimisation de la volémie, c'est un point clé de la prise en charge de ces patients-là. Mais attention, elle doit être monitorée, elle ne doit pas être excessive non plus.
et elle va être très dépendante d'un patient à l'autre. Et là, c'est finalement le point le plus difficile, c'est d'arriver à trouver la volémie qui soit optimale et qui va dépendre finalement du phénotype du patient et du remodelage ventriculaire droit du patient. Donc là encore, il n'y a pas d'études et de recommandations très claires, mais finalement, la conduite à tenir, elle est un peu comme dans la science cardiaque gauche, en commençant par des diurétiques qui vont être adaptés aux doses de fond du patient. Et s'il n'a jamais eu de diurétique, commencer par une dose intraveineuse et adapter ensuite les doses. Si on a une réponse qui est insuffisante aux diurétiques de l'ANS, l'utilisation des thiazidiques peuvent parfois aider à décongestionner ces patients. L'autre point donc dans la prise en charge médicale, c'est l'utilisation des inotropes et ou des vasopresseurs. Donc souvent, on va utiliser les inotropes en première intention quand le patient a des signes d'hypoperfusion d'organes et qu'il y a une évolution défavorable sous diurétique seul. Comme je disais, la plupart du temps, ces patients restent normotendus et donc n'ont pas besoin de vasopresseurs en première intention. Et donc, on va utiliser les inotropes et la dobutamine en première intention avec des doses aux alentours de 2,5, 5 gamma, éventuellement 7,5, mais on monte jamais au-delà. Au-delà, vous n'allez pas avoir d'effet bénéfique sur l'hémodynamique pulmonaire et vous allez avoir au contraire tous les effets délétères de la dobutamine. En ce qui concerne donc les vasopresseurs, il est très important chez les quelques patients qui vont soit être d'emblée hypotendus, soit devenir hypotendus, de restaurer la pression aortique pour éviter donc d'aggraver bien sûr l'ischémie du ventricule droit qui va aggraver la fonction ventriculaire droite. Donc là encore, ça repose que sur un avis d'expert, mais on essaye toujours de maintenir une pression artérielle systémique entre 70 et 75 mm de mercure, ni moins ni plus. Si vous surdosez les patients en vasopresseurs, vous allez aggraver finalement la post-charge du ventricule droit. Donc il faut trouver un bon équilibre et maintenir une pression artérielle systémique entre 70 et 75 mm de mercure. Donc la dobutamine, les inotropes, les diurétiques adaptés donc à la précharge du ventricule droit. Et bien sûr, après, vous allez réfléchir à comment diminuer la post-charge du ventricule droit, qui va être la seule manière finalement de restaurer un état hémodynamique durable chez le patient. Et donc, ça va dépendre évidemment, un, de l'étiologie de l'hypertension pulmonaire du patient, deux, du traitement qu'il a au moment de l'admission aux soins intensifs. Et si on est sur un traitement maximal, la seule porte de sortie potentielle à discuter, c'est la transplantation. Et troisièmement, vous pouvez avoir dans 20% des cas un patient qui arrive avec une défaillance ventriculaire droite inaugurale qui fait diagnostiquer l'hypertension pulmonaire. Et là, il y a une urgence à identifier l'étiologie de l'hypertension pulmonaire puisque la prise en charge, elle va se baser d'abord sur l'utilisation des traitements spécifiques de l'HTAP que je ne vais pas pouvoir détailler, j'ai pas assez de temps, mais également de la maladie éventuellement, qui est la maladie causale de l'hypertension artérielle pulmonaire. Et si vous avez par exemple une hypertension pulmonaire thromboembolique chronique, il est évidemment très important de l'identifier très tôt puisque la prise en charge va être complètement différente avec des méthodes éventuellement de désobstruction vasculaire pulmonaire. Donc ça, c'est très important. Juste un mot, vous avez peut-être entendu qu'on a des nouvelles thérapies dans l'hypertension artérielle pulmonaire, et en particulier donc le sotatercept, qui est un traitement qui agit de façon très différente par rapport au traitement qu'on utilisait depuis 20 ans dans l'HTAP. Et le sotatercept a montré une telle efficacité il y a eu un essai Zénith qui s'est focalisé sur les patients à risque élevé de mortalité, alors qui n'étaient pas aux soins intensifs. Mais vous voyez qu'on a un effet très rapide de cette drogue sur les patients qui ont une hypertension artérielle pulmonaire. Et donc la question se pose de l'intérêt que ça pourrait avoir de l'introduire très tôt en soins critiques avec un essai qu'on essaye de monter et qui va être mis en place, je l'espère, rapidement. Donc, vous avez ici une vue globale de la prise en charge médicale de ces patients-là lorsqu'ils sont en surcharge. Il faut d'abord identifier le phénotype hémodynamique, normotendu, normoperfusé, diurétique seul, on voit comment le patient évolue. Normotendu, hypoperfusé, diurétique, éventuellement avec une aide inotrope. Hypotendu, hypoperfusé, des vasopresseurs, éventuellement associés aux inotropes. Et ensuite, on suit donc l'évolution du patient et on se pose dès le départ de qu'est-ce que je fais si jamais le patient s'aggrave et évolue vers un tableau d'insuffisance ventriculaire droite réfractaire, puisque la question se posera dans ces cas-là de recourir à une transplantation en super urgence éventuellement précédée
d'un recours à l'assistance circulatoire en bridge à la transplantation pulmonaire pour des patients qui évidemment sont sélectionnés au préalable. Donc pour ça, il faut monitorer les patients et c'est probablement le point le plus délicat, c'est comment monitorer les patients, avoir des critères qui soient pertinents et ne pas être trop invasifs également dans les techniques de monitoring de ces patients-là qui sont très fragiles pour ne pas prendre trop de risques. Et ça va dépendre du niveau de sévérité des patients. Pour les patients les moins sévères, ben, on va suivre les paramètres cliniques habituels. On a parlé de l'échographie cardiaque. Alors l'échographie cardiaque, évidemment, on l'a fait de façon répétée chez ces patients-là. Mais finalement, il n'y a aucune étude qui a montré la pertinence des paramètres de dysfonction VD chez les patients pris en charge pour décompensation d'HTAP. Ils ont tous une échographie qui est catastrophique à l'arrivée, avec un TAPS effondré, une onde effondrée. Et finalement, quand on regarde bien, l'évolutivité de ces paramètres n'est pas toujours très informative sur la réelle évolution péjorative ou plutôt optimiste du patient dans les 48 premières heures. Les paramètres biologiques sont très importants, aussi bien à l'admission, mais surtout, ça va être l'évolution des paramètres biologiques sur les 48 heures qui est la plus informative. Un patient qui arrive avec 2000 de NT-proBNP qui monte à 5000 au bout de 48 heures va avoir un bien moins bon pronostic que le patient qui arrive à 10 000 et qui arrive à 5000 au bout de 48 heures. Pour les patients qui vont avoir besoin d'un support inotrope vasopresseur ou qui ont une précharge très augmentée résistante aux diurétiques, on va mettre une voie centrale dans le territoire cave supérieur, ce qui va nous permettre donc de monitorer la pression veineuse centrale, l'ASCVO2 et éventuellement donc un cathéter artériel pour avoir un monitorage de la pression artérielle systémique. Et donc finalement, la pression veineuse centrale et l'ASCVO2 sont deux paramètres qui sont très intéressants. Pas tellement en chiffres absolus, mais c'est surtout l'évolution de ces paramètres, encore une fois, qui va nous permettre de monitorer ces patients de façon plus précise. Et de façon exceptionnelle, on met une Swan-Ganz au soin intensif, ou alors, quand on le fait, généralement, on fait juste un aller-retour sans laisser la Swan en place, soit parce qu'on est sur un premier diagnostic et donc qu'on a besoin d'avoir une évaluation hémodynamique précise, soit dans les cas complexes où on ne comprend plus rien à ce qu'on fait, et dans ces cas-là, effectivement, on refait un point hémodynamique invasif, mais sans laisser généralement la swan en place. Et donc, tous ces paramètres, on va les combiner ensemble pour pouvoir détecter assez tôt les patients qui sont à risque de développer une insuffisance ventriculaire droite réfractaire qui est associée à un très haut risque de mortalité. Et c'est des patients qui peuvent être cliniquement assez rassurants et finalement avec quand même une évolution très défavorable. Donc, il faut vraiment combiner l'ensemble de ces paramètres, pas seulement sur un point, mais l'évolution de ces paramètres pour pouvoir identifier ces patients qui évoluent vers l'insuffisance ventriculaire droite réfractaire et éviter d'arriver à une situation avec une défaillance multisystémique d'organes qui généralement est trop tard pour pouvoir envisager ensuite un projet de transplantation en super urgence. Donc, le recours à l'assistance circulatoire chez ces patients-là, quel type déjà d'assistance circulatoire? Ben, maintenant, on utilise, alors il ne faut pas envisager l'utilisation des outils de support du ventricule droit qui finalement ne court-circuitent que le ventricule droit, comme l'Impella ou le RVAD, puisque là, vous n'allez pas court-circuiter la circulation pulmonaire qui est le problème principal, donc vous n'allez pas diminuer la post-charge du ventricule droit. Donc, il faut forcément utiliser donc, un système qui va court-circuiter le cœur droit et la circulation pulmonaire. Donc, il n'y en a pas 10 000. Et actuellement, on utilise exclusivement donc l'ECMO véno-artériel chez ces patients-là quand on a besoin de les assister. Il fut un temps où on a utilisé le Novalung central dans des cas très particuliers, mais qu'on n'utilise plus du tout actuellement. Donc l'ECMO véno-artériel chez ces patients-là, et évidemment chez des patients sélectionnés, quand on met une ECMO chez ces patients-là, il faut avoir un plan derrière. On ne met pas une ECMO juste pour mettre une ECMO. Il faut avoir déterminé une stratégie derrière la mise en place de l'ECMO véno-artériel. Lorsqu'on met en place une ECMO chez ces patients-là, on la met toujours chez des patients sans les sédater pour éviter donc les risques de la sédation et de l'assistance ventilatoire chez ces patients-là. Et donc, on les met toujours chez des patients vigiles, avec bien sûr des canules artérielles qui vont être adaptées donc au profil des patients. Et généralement, lorsqu'on assiste ces patients-là, un débit entre 2,5 et 3,5 est généralement suffisant donc, pour assister le ventricule droit après la mise en place donc, de l'ECMO véno-artériel. Donc, 16 ECMO, elle se met dans des situations très particulières.
La situation dont on parle actuellement, c'est-à-dire en bridge, dans le cadre d'une décompensation aiguë d'hypertension artérielle pulmonaire, en bridge à une transplantation. Ça, c'est le cas de 90% des cas. Ça peut être plus rarement en bridge à une endartérectomie pulmonaire quand on est dans le cadre d'une hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. Donc là, on a un plan derrière rapide pour pouvoir ensuite se passer de l'assistance circulatoire après avoir diminué la post-charge du ventricule droit. De façon beaucoup plus exceptionnelle, on peut utiliser l'ECMO en bridge to recovery. Donc après transplantation, ça c'est très à part, je ne vais pas avoir le temps d'en parler. Après endartérectomie pulmonaire pour récupérer après une désobstruction vasculaire pulmonaire. Et en bridge to recovery dans l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est des cas qui sont absolument exceptionnels. La plupart des cas, dans plus de 90% des cas, si vous mettez une ECMO derrière, le patient ne sera pas sevrable de son ECMO si vous n'avez pas un plan donc de transplantation derrière. Donc finalement, les indications qui sont bien établies pour mettre en place une ECMO, c'est évidemment le patient qui a déjà été évalué pour une transplantation, qui est déjà sur liste de transplantation, et donc la question ne se pose pas, et on peut activer l'accès en super urgence à la transplantation derrière. Si vous avez effectivement une porte de sortie qui est l'endartérectomie pulmonaire dans la thromboembolie chronique, mais parfois, on peut faire face à des cas de patients qui ont des décompensations d'HTAP qui n'ont pas été anticipées, chez des patients qui n'ont jamais eu de bilan pré-transplantation. Et donc là, on va sélectionner les patients au cas par cas en fonction de l'âge, des comorbidités, etc. Si c'est un patient de 30 ans qui n'a pas de comorbidité, la question ne se posera pas. Si vous avez un patient de 55 ans qui a une sclérodermie, qui demande un bilan de transplantation extrêmement exhaustif, qui ne pourra pas se faire sous ECMO, là, dans ces cas-là, la discussion se fera au cas par cas. Dans les autres cas, encore une fois, s'il n'y a pas un plan derrière, il n'y a pas d'indication à mettre une ECMO véno-artérielle. Donc, l'utilisation de l'assistance circulatoire chez les cas les plus graves, elle a un sens que si derrière, il y a la possibilité d'avoir une transplantation rapide dans les 15 jours qui suivent la mise en place de l'ECMO. Et pour ça, on a eu la chance en France de pouvoir mettre en place dès 2006-2007, qui correspond aux premières utilisations de l'ECMO VA chez les patients en décompensation d'HTAP, donc un programme de priorisation pour les patients les plus sévères. Et donc, on peut demander chez ces patients-là une priorisation nationale sur une durée de une semaine renouvelable une fois, ce qui permet d'accéder à une greffe chez environ 80 à 90% des patients lorsqu'on demande donc cette super urgence. Et ça a complètement changé donc la survie des patients, et en particulier la survie des patients qui étaient sur liste de transplantation. Avant ce programme de super urgence, on avait 44-50% de mortalité sur liste de transplantation pour les patients HTAP. Sur cette étude qui date d'il y a 10 ans, on est descendu à 16%. Actuellement, on est plutôt à 8% de mortalité sur liste de transplantation. Et ça a également amélioré évidemment la survie des patients qui sont pris en charge pour un épisode de décompensation aiguë d'hypertension artérielle pulmonaire, et en particulier les patients les plus jeunes. Et vous voyez, si on regarde à 5 ans ce que sont devenus les patients pris en charge pour une déconversion d'HTAP, ben, quel que soit l'âge des patients, si on prend les paramètres ECMO, transplantation, survie, vous voyez qu'il reste peu de personnes au bout de 5 ans. Si on prend juste la survie, vous voyez que les patients ont moins de 50 ans, qui sont généralement candidats à un projet de transplantation et à l'assistance circulatoire, on a une survie à 5 ans qui est de l'ordre de 75 à 80%. Donc voilà, je vous ai fait un aperçu très rapide et très global de la décompensation d'HTAP. Vous voyez qu'il n'y a aucune étude qui est faite chez ces patients-là. C'est une situation rare. Une prise en charge qui reste basée sur un avis d'expert. Le plus important, c'est de pouvoir identifier les patients qui peuvent évoluer vers une insuffisance ventriculaire droite réfractaire et qui peuvent être candidats à des thérapies de secours. Et ces patients-là, il faut savoir les orienter à temps dans des centres qui permettent cette prise en charge multidisciplinaire, avec de plus en plus l'utilisation de l'assistance circulatoire en bridge à la transplantation dans ces situations les plus graves et les plus aiguës. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Laurent, pour ce topo extrêmement clair sur un sujet qui est souvent mal connu. Je vais voir s'il y a des questions dans le chat. Moi, j'en ai une petite. Est-ce que vous avez en tête quelques étiologies d'hypertension pulmonaire auxquelles il faut penser quand même assez vite parce que rapidement réversible, idéalement sans assistance, mais parfois avec assistance, je pense
à l'hypertension pulmonaire post-embolique pour laquelle il y a éventuellement des traitements interventionnels, mais est-ce qu'il y a d'autres causes qui peuvent être rapidement réversibles? Oui, donc il y a le thromboembolique, comme tu l'as dit. L'autre cas qui est assez rare, hein, c'est l'HTAP lupique en particulier, puisque le lupus, et c'est pour ça que le bilan d'auto-immunité fait vraiment partie, hein, du bilan à faire sur une première prise en charge d'HTAP, en particulier la femme jeune. C'est d'être sûr qu'on ne soit pas sur une connectivite. Alors, si c'est une sclérodermie, il y aura aucun effet des traitements immunosuppresseurs et pas d'indication. Si vous êtes sur un lupus, sur une connectivite mixte, par exemple, le traitement immunosuppresseur va pouvoir agir très fortement également sur l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, c'est des patients qui peuvent développer des HTAP très rapidement évolutives, du coup, avec un VD pas adapté et des tableaux parfois catastrophiques. Et c'est des patients, en mettant bolus de corticoïdes, endoxant plus toutes les thérapies d'HTAP. C'est des patients qui, paradoxalement d'ailleurs, peuvent très bien évoluer, voire même avoir une forme réversible de la HTAP qui est quand même assez rare dans cette maladie. Merci beaucoup. Alors, il y a des petites questions qui sont apparues. On va essayer d'y répondre rapidement pour pas trop déborder. Donc, bah, première question qui va vous permettre un peu peut-être de faire la pub. Y a-t-il un centre de référence ou une RCP nationale que l'on peut contacter si on est confronté à ce genre de cas? Bah, le centre de référence, c'est chez nous, à Bicêtre, où on a des soins intensifs qui sont un peu dédiés pour la prise en charge de ces patients-là, hein. Ça représente 60 à 70% de nos patients. Et on est accessible 24 heures sur 24. Voilà, enfin, vous pouvez m'écrire un mail et je vous donnerai toutes les coordonnées si vous avez besoin de nous joindre. Donc ça, c'est pour les situations d'urgence où on est toujours là pour répondre. Et après, il y a une RCP nationale, bien sûr, qui est tous les mois pour les cas les moins urgents. Une RCP nationale qui passe par le réseau Respifil et Pulmotension, qui a eu lieu par exemple ce matin. Et tout le monde peut évidemment nous contacter pour présenter un dossier d'hypertension artérielle pulmonaire. Merci beaucoup. Et là, il y a quelques petites questions également. Une première sur le timing d'initiation des traitements de fond. Ouais, Dans le contexte de poussée d'HTAP. Après, ouais. bien sûr, optimisation, on va dire traitement plus symptomatique avec optimisation des paramètres de précharge et traitement inotrope. Alors, pour être très bref, ce pas des traitements qui vont agir dans l'heure qui suit la mise en route des traitements. Donc, ça n'est jamais une urgence de démarrer à 2 heures du matin un traitement de l'HTAP, et en particulier, je pense aux prostacyclines intraveineuses que vous connaissez probablement. La première urgence, c'est de restaurer encore une fois l'hémodynamique du patient. Une fois qu'on a stabilisé le patient, on discute de la prise en charge médicamenteuse, mais ce n'est pas à 2 heures du matin que ça va sauver le patient. Si vous commencez par débuter de l'époprosténol, par exemple intraveineux, en urgence chez un patient hypotendu, vous allez, comme c'est des traitements qui sont quand même très vasodilatateurs, vous allez aggraver la situation. Donc d'abord, on restaure l'hémodynamique et ensuite, on discute de l'optimisation de la prise en charge de l'hypertension artérielle pulmonaire. Et donc, pour restaurer l'hémodynamique, il y a une question sur la comparaison entre dobutamine et milrinone, puisque c'est vrai que les études sur le choc cardiogénique suggéraient une petite tendance éventuellement à un meilleur résultat de la milrinone en ce qui concerne les dysfonctions VD, mais là, on est dans une situation tout autre. Ouais, là, il n'y a aucune étude, hein, qui vous permette de répondre à cette question-là entre milrinone, lévosimidan et dobutamine. Les seules études qu'il y a, c'est sur le cœur droit post-chirurgie cardiaque gauche, hein. Donc, on est sur des hypertensions pulmonaires mixtes et un VD qui est la conséquence au départ d'une valvulopathie gauche, une insuffisance cardiaque gauche. Donc, dans l'HTAP, il n'y a aucune étude, donc je ne peux pas vous répondre très clairement à ça. Ce qui est sûr, c'est que nous, on n'utilise jamais la milrinone avec les troubles du rythme potentiel, etc. On utilise parfois le lévosimendan pour essayer d'aider à un sevrage de dobutamine difficile chez un patient qui n'a pas de projet de transplantation. Mais là, j'ai qu'un avis personnel à vous donner. On le fait un peu par désespoir de cause et ça marche pas très bien pour être très franc. Voilà. Question suivante, est-ce qu'il y a une place aux assistances temporaires de type Impella RP en bridge to greffe, en plus de l'ECMO-VA pour une décharge VD? Je pense que Non, non, c'est déjà un peu... l'ECMO-VA, elle est largement suffisante Ouais. pour assister un patient en déconstruction d'HTAP. Donc, je crois qu'il ne faut pas multiplier les assistances et vraiment, dans 100% des cas, c'est largement suffisant pour assister une déconstruction d'HTAP. Et enfin, une dernière question qui est assez intéressante, qui touche plutôt au côté anesthésie qu'on a assez peu abordé dans ce webinaire, c'est quel monitorage estimez-vous essentiel pour les patients atteints d'HTAP qui subissent une chirurgie non cardiaque au bloc opératoire, ce qui est une question assez centrale pour ces patients très fragiles.
Donc ça, c'est très, très important, hein. D'abord, pour la chirurgie, donc les messages clés, c'est si ce n'est pas une chirurgie urgente, toujours réfléchir avant, un, à savoir si on peut optimiser l'HTAP avant la chirurgie. Deuxièmement, de savoir quel type d'anesthésie on va utiliser pour avoir une anesthésie qui soit la moins délétère pour le ventricule droit. Et troisièmement, c'est bien monitorer le patient comme vous le dites. Et le monitorer, alors évidemment, ça va dépendre de l'intervention. Les facteurs de risque, c'est la durée d'intervention, plus de 2 heures. Si c'est une intervention à risque hémorragique avec des variations volumiques importantes et la sévérité de l'HTAP. Et donc, si on est sur des cas, effectivement, où ça peut potentiellement mal se passer, de toute façon, il faut toujours anticiper le pire chez ces patients-là. Le monitorage, c'est une voie centrale pour monitorer la PVC, un cathé artériel pour monitorer la pression artérielle systémique. Et s'il y a une baisse de pression, faire la part des choses entre c'est associé à une baisse de la PVC, donc c'est plutôt l'effet vasoplégique et je vais remplir prudemment le patient, ou si j'ai une baisse de la pression avec une explosion de la PVC, c'est que je suis sur une défaillance ventriculaire droite. Donc ça, c'est le minimum. Après, on peut utiliser, alors dans des cas très particuliers comme la transplantation hépatique dans les porto-pulmonaires, on va mettre une swanne en place pour avoir un monitorage extrêmement précis. Et pour les patientes qui accouchent aussi, qui est encore un autre sujet, on met toujours effectivement une voie centrale, une voie artérielle et éventuellement un monitorage non invasif du débit cardiaque. Pas tellement, encore une fois, pour la valeur absolue, mais pour suivre l'évolution des valeurs. Voilà, donc il faut mieux être excessif que y aller, voilà, les bras croisés. Voilà, il faut mieux, encore une fois, toujours anticiper le pire, même si comme ça, le patient paraît rassurant. Pouvoir se rapprocher par excès d'un centre spécialisé, comme c'est le cas pour les patients suivis dans votre centre. Bah, merci beaucoup, c'était extrêmement clair et très riche. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous les orateurs. Je me permets juste de terminer ce webinaire avec une toute petite pub pour notre événement annuel qui est un congrès pour les jeunes MIR, qui est bien sûr ouvert à tous les jeunes internes qui le souhaitent, mais principalement aux internes en médecine intensive et réanimation, qui aura lieu cette année les 24 et 25 septembre à Bordeaux, avec un programme assez original et toujours très enrichissant. Je vous remercie encore sincèrement les trois orateurs pour leur topo et leur expertise. Je vous rappelle que ce webinaire, je ne l'avais pas précisé au début, mais sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Je vous invite à consulter celui-là et tous les anciens webinaires sur notre site internet et notre chaîne YouTube. Merci encore. On va se quitter vu l'horaire tardif. Et merci encore à tous de votre Merci beaucoup. participation. Et merci beaucoup aux orateurs. À bientôt. Au revoir.